Vous prendrez la jeune fille Cathwaite et considérerez ma dette comme réglée. Le duc de Cathwaite ne bougea pas de son fauteuil près de l'âtre froid. Il avait entendu la porte du bureau s'ouvrir. Il avait entendu la respiration rauque et humide de Sir Edmund Northcote. Il avait entendu le pas plus léger derrière lui, qui s'était arrêté net comme s'il avait heurté un mur. Il avait aussi entendu la petite inspiration de cette seconde personne, rapidement étouffée. C'est le son que fait une personne qui s'est promis de ne pas pleurer devant des étrangers. Une promesse qui s'avère plus difficile à tenir que prévu. Halrich tourna son visage vers ce son, et non vers Northcote. « Je n'ai pas proposé d'acheter votre fille, dit-il. J'ai proposé d'effacer votre dette parce que votre intendant m'a supplié, et parce que je n'ai que faire du prêt que vous auriez cédé à un prêteur sur gage de Leeds. Il l'aurait inondé et ruiné tous les tenanciers en aval. Je n'ai rien dit à propos d'une jeune fille. Elle a 19 ans et elle est libre, dit Northcote. Il y avait une confiance mielleuse dans sa voix, la confiance d'un homme qui a tout perdu 3 fois de suite, et qui croit encore que la prochaine main le sauvera. Vous voulez une épouse. Chaque duc veut une épouse. Et vous m'effacez ma dette. Votre grâce, vous n'êtes pas en position de faire le difficile. Halrich sentit la vieille chaleur familière lui monter à la nuque. Pas en position de faire le difficile. Il savait ce que l'homme voulait dire. Tout le comté savait ce que l'homme voulait dire. On lui donnait un nom dans les villages accrochés à ses landes, dans les auberges le long de la route de Cathwaite, dans les salons de chaque famille qui avait autrefois envoyé ses filles danser dans la salle de bal de sa mère, et qui maintenant traversait la rue plutôt que de le croiser. Le duc aveugle, frappé à 30 ans par une fièvre. Elle l'avait laissé seigneur de 40 000 acres, mais incapable de voir la couleur de sa propre chevalière. Fou, ajoutaient certains. Fou, parce que ça leur plaisait de penser qu'un homme si fier devait aussi avoir l'esprit brisé. Maudit, disaient d'autres. Une grande maison pourrissant par le sommet, comme une pomme laissée au soleil. Il les avait laissés dire. C'était plus simple que la vérité. La vérité était seulement qu'un homme qui avait chassé à court et lu à la lueur des bougies, qui avait connu chaque visage de sa maisonnée, se retrouvait maintenant assis dans le noir. Il apprenait à nouveau le monde, centimètre par centimètre, comme un nourrisson, et il en détestait chaque centimètre. « Northcote, dit-il d'un ton très calme, sortez de ma maison, elle sait lire. » L'homme continua comme s'il n'avait pas entendu. Le désespoir l'avait rendu sourd, à tout, sauf à sa propre voix. Lit le latin et le français, et elle a une écriture parfaite. Sa mère y a veillé avant de mourir, que Dieu ait son âme. Elle a rempli la tête de la jeune fille de poésie alors qu'elle aurait dû lui apprendre à tenir sa langue. Elle peut vous faire la lecture, votre grâce, toute la journée si vous le souhaitez. On aveugle a plus besoin d'une lectrice que d'un joli visage, n'est-ce pas? Et voilà, la chose qui aurait dû pousser Halrich à sonner pour Gideon, et à faire jeter l'homme par les escaliers, sous la pluie. Elle peut vous faire la lecture, comme s'il était une chose sans défense, à soigner. Comme si la plus grande bonté que le monde pouvait lui offrir maintenant était une voix dans le noir, une voix récitant les mots d'autres hommes, parce que ses propres yeux l'avaient trahi. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose d'assez glacial pour y mettre fin, et la jeune fille parla. « Ne faites pas ça, papa. » Sa voix était basse, et elle tremblait, mais elle ne se brisa pas. « Je préférerais aller moi-même chez le prêteur sur gage, et rembourser la dette de mes propres mains, plutôt que d'être livré à un étranger comme un règlement de compte. » Sa grâce a dit non. Alors que ce soit non, nous trouverons un autre moyen. Il y eut alors dans le bureau un silence que Halrich pouvait sentir sur sa peau. Il avait passé 2 ans à apprendre à entendre ce que les autres hommes voyaient. Il entendait maintenant la qualité exacte de cette voix. Pas stridente, pas suppliante, pas la musique travaillée d'une jeune fille entraînée à charmer. Elle était ferme, comme une main qui serre quelque chose très fort pour ne pas trembler. C'était une voix qui, face à un duc, une dette et un père prêt à la vendre, venait de choisir sa propre dignité plutôt que sa propre sécurité. « Il n'y a pas d'autre moyen, » dit Northcote, et sa confiance se fissura enfin. Ed Halrich entendit la véritable peur de l'homme en dessous, la peur d'une cellule de débiteur, la peur d'une narine. Stupide fille, tu crois que je veux ça? Tu crois que ça suffit? Halrich n'avait pas prévu de le dire. C'est sorti de lui comme la main d'un homme se lève pour protéger son visage d'un coup. Avant la pensée, avant le choix, il se leva de son fauteuil.
Il connaissait assez bien le bureau maintenant pour le traverser sans sa canne s'il était prudent. Et il fut prudent. Il vint se tenir là où il entendait leur voix, et il tourna son visage vers la jeune fille. « Quel est votre nom ?» Une pause. « Petronelle, votre grâce. Petronelle Northcote. Petronelle. » Il fit rouler les syllabes. Un vieux nom. Un nom de sainte, démodé. Vous avez dit que vous préféreriez rembourser la dette de vos propres mains. C'est exact. Vous le pensiez. Je n'ai jamais de ma vie dit une chose que je ne pensais pas, dit-elle. Ce qui, mon père vous le dira, est mon principal défaut. Et Halrich, qui n'avait pas souri en compagnie depuis 2 ans, qui avait entraîné son visage à l'immobilité, car il ne pouvait plus voir ce que faisaient les autres visages, et craignait qu'on se moque de lui, sentit quelque chose au coin de sa bouche qu'il croyait mort. Il ne sourit pas, mais il en eut envie, et c'était pire. C'était bien plus dangereux. Il aurait dû les renvoyer tous les deux. Il le savait, même à ce moment-là. Au lieu de cela, il s'entendit dire « Northcote, attendez dans le hall. Gideon vous apportera du vin. Je vais parler à votre fille seule, et ensuite je vous donnerai ma réponse. » Le père partit. Bien sûr qu'il partit. Il sentait l'argent là-dedans, et les hommes comme Northcote pouvaient sentir l'argent à travers un mur de pierre. Halrich entendit la porte se fermer. Il entendit la pluie contre les hautes fenêtres à travers lesquelles il ne pouvait plus voir. Il entendit le feu près duquel il ne pouvait plus lire. Et il entendit la jeune fille respirer à 1 mètre de lui, se tenant très immobile, comme s'il était un cheval qui pourrait s'emballer. « Vous avez peur de moi, dit-il. »« Oui. Parce qu'on vous a dit que je suis fou. Parce que, dit-elle, vous êtes l'homme le plus puissant de 3 comtés. Et je suis la fille d'un homme en faillite, sans rien. Et mon père vient d'essayer de me vendre à vous. Et je ne sais pas quelle réponse vous allez donner, ni ce que cela signifiera pour moi si vous dites oui, ou ce que nous deviendrons si vous dites non. C'est pour ça que j'ai peur. Pas à cause de vos yeux. » Il resta silencieux un long moment. 2 ans. En 2 ans, personne ne lui avait parlé comme si ses yeux étaient la chose la moins intéressante à son sujet. Son intendant lui parlait doucement, comme à un invalide. Sa tante lui écrivait des lettres pleines d'une gaieté forcée et d'un désespoir caché. Les médecins lui parlaient avec les voix basses et prudentes d'hommes gérant un déclin. Les tenanciers, quand ils devaient venir à lui, parlaient comme s'il était un portrait du vieux duc, et non l'homme lui-même. Et voilà qu'une jeune fille effrayée de 19 ans, vendue à lui il y a moins d'1 heure, lui disait clairement que sa cécité n'était pas le problème. « Asseyez-vous, dit-il. Il y a une chaise à votre gauche, près de la fenêtre. 2 pas et tournez. » Il l'entendit la trouver. Il entendit le petit bruit de son assise, le froufrou d'une robe qui avait été belle autrefois et retournée de nombreuses fois depuis. Il pouvait maintenant entendre l'âge du tissu, la façon dont il bougeait quand il avait été raccommodé. « Votre mère vous a appris le latin, dit-il, et le français, et beaucoup de poésie que mon père juge sans valeur. Une inspiration. Elle est morte quand j'avais 14 ans. Après ça, il n'y avait plus d'argent pour des précepteurs. Alors je me suis instruite comme j'ai pu avec ces livres. Puis mon père a vendu les livres pour payer une dette. Pour payer une dette de jeu, ce qui n'est pas la même chose, bien qu'il le raconte de la première façon. Elle le dit sans amertume, ce qui le frappa plus que ne l'aurait fait l'amertume. L'amertume, il aurait pu l'écarter. C'était seulement la vérité, posée à plat. Une jeune fille qui avait cessé d'attendre que le monde soit différent. Je ne vous dis pas cela pour que vous ayez pitié de moi, votre grâce. Je vous le dis parce que vous avez demandé. Et parce que si vous envisagez ce que vous envisagez, vous devriez savoir ce que vous envisageriez. Je n'ai pas de dot. Je n'ai pas de nom qui vous aidera. Mon père est la risée de tous. Je viens avec rien d'autre que des dettes, l'habitude de parler trop franchement, et le latin. Et le français est d'une écriture parfaite, dit Halrich. Oui. Il traversa la pièce jusqu'à la fenêtre. La pluie était un bruit gris contre la vitre. Et au-delà, il savait, bien qu'il ne puisse pas le voir, s'étendait toute la vallée de Kethwaite. La rivière, les bois, les villages, la lande s'élevant vers le ciel. Il avait aimé cette vue autrefois. Il s'était tenu à cette fenêtre, enfant, et avait pensé qu'il n'y avait rien de plus beau en Angleterre. Maintenant, ce n'était qu'un souvenir pressé contre son dos. Un pays dont il avait été exilé sans quitter la pièce. On se propose de donner un lecteur à un aveugle. Saviez-vous que chaque âme bien intentionnée qui me rend visite le suggère?
un compagnon, une voix pour les soirées, comme si j'étais un enfant à qui on lit une histoire pour l'endormir. Ce n'est pas de la bonté, dit Pétronelle, c'est de la commodité qui porte le manteau de la bonté. Il y a une différence, et je pense que vous la connaissez. Sinon, vous ne le diriez pas avec cette voix. Halrich se tourna. Il ne pouvait pas la voir, mais en 2 ans, il était devenu terriblement doué pour savoir où se portait l'attention d'une personne par la direction de sa voix. Et la sienne était fixée sur lui. Droite, sans peur maintenant, ou effrayée, mais parlant quand même, ce qui était la chose la plus courageuse. « Alors dites-moi, mademoiselle Northcote, dit-il, si je devais être assez fou pour accepter la proposition monstrueuse de votre père. Pas parce que je veux une lectrice, et pas parce que je veux un règlement de compte, mais parce que vous êtes la première personne en 2 ans qui m'a parlé comme à un homme et non comme à une ruine. Qu'attendriez-vous de cela ?» La question resta en suspens. Il n'avait pas su qu'il allait la poser avant qu'elle ne soit posée. Il entendit son souffle se couper. Il entendit la chaise grincer alors qu'elle se penchait en avant. « Vous n'êtes pas sérieux, dit-elle. Je pose la question. Répondez à la question. » Un long silence. La pluie, le feu. « Si je devais me marier, dit-elle lentement, je voudrais être utile. Pas une décoration, pas une lectrice gardée par commodité. Utile à la maison, au tenancier, à... » Elle s'arrêta. « Vous me trouveriez présomptueuse. Je vous trouverais honnête. Continuez. À vous, dit-elle. Je voudrais vous être utile. Pas pour vous soigner. Vous ne voulez pas d'une infirmière. Je peux entendre que vous préféreriez mourir plutôt que d'être soigné. Mais il y a une différence entre une infirmière et une partenaire. Une Père-Dieu qui ne vous traite pas comme un invalide. Une personne qui vous lira, non pas parce que vous ne le pouvez pas, mais parce que vous souhaitez tous les deux partager la lecture. Qui vous dira la vérité sur les comptes de votre intendant, les plaintes de vos tenanciers et la couleur du ciel quand vous le demanderez, et qui vous laissera tranquille quand vous ne le demanderez pas. Sa voix s'était entièrement raffermie maintenant. Elle avait oublié d'avoir peur, prise dans son élan. « Je voudrais compter, pas être toléré. C'est ce que je voudrais, votre grâce. Et je sais que c'est bien plus que ce que la fille d'un homme en faillite a le droit de demander. Et je viens probablement de me priver de la seule chose qui se dresse entre mon père et la prison. Mais vous m'avez demandé d'être honnête, et je vous ai dit que je n'ai jamais dit une chose que je ne pensais pas. » Halrich se tenait très immobile près de la fenêtre froide. Il pensa aux 2 années derrière lui. L'obscurité, l'humiliation d'apprendre à verser son propre vin, la pitié, le silence d'une maison qui avait été pleine autrefois, la lente certitude s'installant dans ses os qu'il vieillirait seul dans cette grande ruine résonnante, et qu'il serait heureux quand ce serait fini. Il pensa à la jeune fille sur la chaise, vendue à lui il y a 1 heure. Qui venait de décrire, sans le savoir, la seule chose qu'il avait cessé de s'autoriser à désirer. « Mademoiselle Northcote, dit-il, je vais donner sa réponse à votre père. Mais je vous donnerai la mienne d'abord, car c'est vous que cela concerne. » Il prit une profonde inspiration. « Je ne vous prendrai pas comme un règlement de compte. J'efface la dette, quoi qu'il arrive. C'est fait, quelle que soit votre décision, et vous pouvez sortir de cette maison ce soir sans rien me devoir, et aller trouver cet autre moyen dont vous parliez. C'est la première chose. Et je veux que ce soit bien compris avant toute autre chose. Pour que, quoi que vous choisissiez librement, et non par peur pour votre père. » Il l'entendit devenir très silencieuse. « Et la deuxième chose, murmura-t-elle. La deuxième chose, dit le duc de Cathwaite, c'est que si vous deviez choisir librement, et en sachant exactement ce que je suis, un aveugle dans une maison en ruine que la moitié du comté croit maudite, si vous deviez choisir de m'épouser quand même, alors je passerai les années qu'il me reste à m'assurer que vous ne soyez jamais, pas une seule heure, simplement toléré, que vous comptiez. Vous avez ma parole. Je n'ai pas donné ma parole à quiconque depuis 2 ans. La pluie tombait, le feu crépitait, et dans le noir, c'était tout ce que Halrich avait. Il entendit la jeune fille qu'il ne pouvait pas voir se mettre à pleurer très doucement. Pas les pleurs de la peur, pensa-t-il, bien qu'il ne puisse en être sûr. Il avait perdu la vue des visages, et il aurait donné toute la vallée pour voir le sien maintenant. « Ne décidez pas ce soir, dit-il, plus doucement qu'il n'avait dit quoi que ce soit depuis longtemps. Restez. Il y a assez de chambres, Dieu sait. Restez 1 semaine, apprenez à connaître la maison, apprenez à connaître l'homme,
et ensuite dites-moi. Je ne veux pas que vous soyez vendu. Mais je trouve, il s'arrêta et se força à finir, car il avait exigé l'honnêteté et la devait en retour. Je trouve que j'espère vraiment que vous resterez. 19 ans, sans le sou, et plus courageuse que quiconque il avait rencontré en 2 ans de ténèbres, dit d'une voix étranglée par les larmes, « Alors je resterai, votre grâce, et je vous lirai les contes le matin, et je vous dirai la couleur du ciel, et il est gris, c'est le gris de l'étain. Et il y a une ligne d'or au sommet de la lande où le nuage se brise, et je ne pense pas du tout que cet endroit soit maudit. » Halrich de Kethwaite se tenait dans ses propres ténèbres. Il écoutait une jeune fille décrire un ciel qu'il ne pouvait pas voir, et pour la première fois en 2 ans, il n'y était pas seul. Elle ne partit pas à la fin de la semaine. Halrich s'était dit qu'il ne compterait pas les jours, et il les compta tous. Il apprit d'abord son pas, rapide, léger, un peu inégal quand elle était fatiguée, car elle ne s'arrêtait pas de travailler quand elle était fatiguée. Il apprit qu'elle se levait tôt, avant la maisonnée, et qu'elle sortait sur la terrasse dans le froid pour regarder le soleil se lever sur la lande, parce que, disait-elle, elle aimait avoir tout le ciel pour elle pendant 1 heure. Il apprit qu'elle fredonnait à voix basse quand elle pensait que personne ne pouvait l'entendre. De vieux airs que sa mère lui avait appris, et qu'elle s'arrêtait à l'instant où elle savait qu'il était entré dans la pièce, comme si elle était prise en faute. « Vous n'avez pas besoin de vous arrêter, » lui dit-il le 3e matin, se tenant dans l'embrasure du petit salon qu'elle s'était approprié. « J'aime ça. » Elle s'arrêta quand même, mais il entendit le sourire dans sa voix. « Vous vous déplacez très silencieusement, votre grâce, pour un homme de grande taille. J'ai dû apprendre. Un aveugle qui se cogne dans les meubles est une comédie. Je préfère être un fantôme qu'une comédie. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre, dit-elle. Vous êtes un homme dans sa propre maison. Et si vous vous cognez dans les meubles, c'est que quelqu'un les a déplacés sans vous le dire. Et cette personne devrait avoir honte. C'est devenu, sans qu'aucun des deux ne le décide, la forme de leur journée. Le matin, elle lui lisait les affaires du domaine. Les rapports de l'intendant, les lettres des tenanciers, les comptes qui n'avaient pas été lus depuis 2 ans. Parce que Halrich ne supportait pas de rester assis pendant qu'un autre homme lisait ses propres registres à voix haute, d'une voix pleine de pitié. Pétronelle les lisait comme elle lisait tout. Simplement, rapidement, sans pitié. Et quand elle arrivait à un chiffre qui ne semblait pas correct, elle s'arrêtait et le disait. Et Halrich découvrit que son esprit, qui était devenu mou et gris dans le noir, se réveillait sous sa voix, comme un membre sur lequel on s'est assis et qui, lentement, douloureusement, revient à lui. « Votre intendant ne vous vole pas, dit-elle un matin, 3 semaines plus tard. Mais il est négligent, et les hommes négligents et les voleurs vous coûtent la même chose à la fin. Regardez ici. Le moulin a été loué pour le même loyer qu'il y a 15 ans, et ici, les chaumières du Nord. 3 d'entre elles ont eu leur toit endommagé l'hiver dernier, et aucun ordre n'a été donné pour les réparer. Vos gens vivent sous le ciel, votre grâce, et vous paient un loyer pour le faire. » Halrich sentit la chaleur de la honte, mais c'était une chaleur saine, pas la chaleur maladive de la pitié. « Vous me lisez ces comptes depuis 3 semaines et vous ne m'avez jamais dit ça. Je vous le dis maintenant. Je voulais être sûr d'avoir raison avant d'accuser un homme. Mon père m'a appris le coup d'accuser les hommes à tort. C'est presque la seule chose utile qu'il m'ait apprise. » Une pause. « Dois-je écrire à l'intendant ou le ferez-vous venir ici? »« Je le ferai venir ici, » dit Halrich. « Et vous vous assiérez avec moi pendant que je le ferai. Et s'il ment, vous me le direz après. Je ne peux pas voir le visage d'un homme quand il ment. J'en étais capable avant. C'était une des choses pour lesquelles j'étais doué. »« Je peux voir les visages, » dit Pétronelle doucement. « Je serai vos yeux pour ça, si vous me le permettez. Ce n'est pas soigné. C'est ce qu'une épouse ferait. » Les mots restèrent en suspens entre eux. Aucun des deux ne l'avait dit depuis cette première nuit. Elle était restée. La dette était effacée. Son père était retourné à n'importe quelle table de jeu qui voudrait encore de lui. Et la question de ce qu'elle était exactement dans cette maison, invitée, lectrice, compagne, fiancée, avait été laissée soigneusement fermée, comme une lettre que tous deux avaient peur de lire. « Pétronelle, dit-il. Oui, quand je vous ai dit de rester 1 semaine et de me dire ensuite, je voulais dire que vous deviez me dire si vous souhaitiez m'épouser ou partir libre. Cela fait 3 semaines. Je n'ai pas demandé, parce que je ne voulais pas vous presser.
et parce que... Il s'arrêta. L'honnêteté. Il l'avait exigée. Il la donnerait. Et parce que j'avais peur de la réponse. Je n'ai pas l'habitude d'avoir peur. Je trouve que je n'aime pas ça. Il l'entendit poser le registre. Il l'entendit traverser la pièce vers lui. Son pas rapide, léger, inégal. Et s'arrêter près, plus près qu'elle ne se tenait d'habitude. Et il sentit le léger parfum de lavande et d'encre, et le froid du dehors qui s'accrochait encore à son châle. « Votre grâce, dit-elle. Puis-je vous dire quelque chose que vous ne pouvez pas voir? Vous pouvez me dire n'importe quoi. » Quand ma mère était mourante, dit Pétronelle, elle m'a tenu la main et elle a dit « Pétronelle, le monde essaiera de te rendre petite. Il te dira qu'une pauvre fille sans beauté qui dit ce qu'elle pense ne vaut rien. Et si tu n'y prends pas garde, tu le croiras. Et tu prendras le premier toit qu'on t'offrira, et tu seras reconnaissante. Et tu vieilliras en te demandant ce que tu étais. Ne fais pas ça, dit-elle. Attends celui qui te voit, pas ton visage. Attends-le. Même si tu dois attendre toute ta vie, même si tu ne le trouves jamais. Mieux vaut être pauvre et soi-même que riche et disparu. Sa voix n'était pas tout à fait stable. Je l'ai prise pour une folle pendant 5 ans, votre grâce. Parce que, attendre cela dans un monde comme le nôtre, semblait le chemin le plus sûr vers l'hospice. Et puis mon père m'a amené dans la maison d'un aveugle pour être vendu. Et l'aveugle a été la première personne de ma vie à me demander ce que je voulais. Halrich ne pouvait plus respirer. « Vous ne pouvez pas voir mon visage, dit-elle. Alors je vais vous dire ce qu'il y a dessus. » Je souris et je pleure en même temps. Ce qui, selon ma mère, était la seule façon honnête de prendre une grande décision. Je vous épouserai, Halrich de Kethwaite. Pas pour sauver mon père, pas pour votre nom ou vos 40 000 acres. Parce que vous m'avez vu. Un aveugle m'a vu quand tous les hommes avec 2 bons yeux regardaient à travers moi. Et si ce n'est pas la chose la plus étrange et la meilleure que Dieu ait jamais faite, je ne sais pas ce que c'est. Halrich tendit la main avec précaution, toujours avec précaution maintenant, et il trouva sa main là où il savait qu'elle serait, chaude, tachée d'encre et rugueuse aux jointures à cause d'un travail pour lequel elle n'était pas née. Il la porta à ses lèvres. « Je vais échouer à cela, » dit-il contre ses doigts. « Je veux que vous le sachiez avant d'être lié à moi. Je serai de mauvaise humeur quand je serai impuissant, et je suis impuissant une 12aine de fois par jour. Je détesterai que vous me voyiez trébucher, et je m'en prendrai à vous. Parce qu'un homme fier passe ses humiliations sur la personne la plus proche et la plus chère. Et Dieu m'aide, vous êtes déjà la chose la plus proche et la plus chère que j'ai. Je ne serai pas un mari facile. Je n'ai jamais voulu de quoi que ce soit de facile, dit Pétronelle. Les choses faciles sont pour les gens qui n'ont jamais eu à gagner ce qu'ils ont. Je ne saurais pas quoi faire d'un mari facile. Je m'ennuierais à mourir en moins d'1 mois. Et Halrich rit vraiment. Le son était rauque et surpris dans sa propre gorge, un son que la maison n'avait pas entendu depuis 2 ans. Et ce rire défie le reste. Il défie la peur. Il défie les 2 années de ténèbres, se refermant sur sa tête comme de l'eau. Et il l'attira à lui et la serra contre lui. Et il sentit ses bras se refermer autour de son dos. Et pendant un long moment, aucun d'eux ne dit rien du tout. Ils se marièrent 3 semaines plus tard, discrètement, dans la petite église grise au bord du domaine, avec le vicaire, Gideon et la gouvernante, Madame Selby, pour témoins, et personne d'autre, parce que Halrich ne voulait pas de la curiosité du comté dans l'église avec eux. Il ne voulait pas des chuchotements. Le duc aveugle épouse la fille d'un homme en faillite. Pauvre créature folle. Que peut-elle vouloir d'autre que son argent? Il ne voulait pas que cela la suive jusqu'à l'autel le jour de son mariage. Il lui offrirait un mariage épargné de tout cela. Il ne pouvait pas la voir venir à lui à l'autel, mais il entendit chaque pas, lente cette fois, sans hâte, le pas léger et inégal qu'il aurait reconnu entre 1000, et il entendit sa respiration à côté de lui. Et quand le vicaire leur demanda de se donner la main, il trouva la sienne déjà tendue vers la sienne. Et il pensa, « Je ne verrai jamais son visage. Je serai marié à cette femme pendant 40 ans, et je ne verrai jamais son visage une seule fois. Et je n'échangerai pas le son de son pas venant vers moi, contre la vue de tous les beaux visages d'Angleterre. » Avec cet anneau, dit-il, et il le glissa à son doigt. Il avait répété le mouvement 100 fois seul dans sa chambre pour ne pas être maladroit. Pour que, ce jour-là au moins, il ne soit pas une comédie. Je t'épouse. Ensuite,
Dans la voiture qui les ramenait à la maison, elle était silencieuse. Et il eut de nouveau peur. Il était toujours maintenant à un demi-pas de la peur. Et il dit, « Vous êtes silencieuse. Dites-moi ce que vous pensez. Je ne peux pas le deviner sur votre visage. » « Je pense, dit Pétronelle, que je suis une duchesse, ce qui est absurde, et ma mère rirait jusqu'à en pleurer. Et qu'il y a tout un monde là-dehors qui va être très cruel avec nous quand il le découvrira, et que je m'en fiche. Je pense que je n'ai jamais de ma vie été aussi heureuse ou aussi effrayée au même moment. Une pause. Et je pense à ce soir. » Halrich avait aussi pensé à ce soir, plus qu'il ne voulait l'admettre. Un aveugle lors de sa nuit de noces. C'était une comédie que le comté aurait payé pour voir. Et la pensée de sa propre maladresse, de tâtonner dans le noir qui était le seul pays où il vivait maintenant, avait tourné dans sa poitrine toute la semaine comme un couteau. « Pétronelle, commença-t-il. »« Non, dit-elle. Quoi que vous soyez sur le point de dire, une chose prudente, effrayée, honorable sur le fait que je ne dois pas m'attendre à... Non, écoutez-moi. Je n'ai pas épousé une paire-dieu. Je vous ai épousé, vous. Quoi que soit ce soir, nous le ferons ensemble, dans le noir. » Ce qui, et ici il entendit le sourire revenir dans sa voix, le sourire qui allait lui sauver la vie 100 fois au cours des années à venir, ce que vous connaissez bien mieux que moi, votre grâce. Donc, je m'attends à être la maladroite, et vous devrez être patient avec moi pour une fois. Ed Halrich, qui s'était rendu à son mariage, préparé à la pitié et à l'humiliation, se retrouva à tenir une femme qui venait de faire de sa cécité, pour un instant, quelque chose de presque un avantage. Et il comprit d'un seul coup et complètement qu'il n'avait pas été sauvé du noir. Il avait simplement, enfin, trouvé quelqu'un avec qui le partager. Cette nuit-là, la maison était très silencieuse. Halrich s'assit sur le bord du grand lit qui avait appartenu à son père et au père de son père. Un lit dans lequel il avait dormi seul pendant 2 ans. Et il écouta sa femme bouger dans le dressing au-delà. Les petits bruits d'épingles posées, d'une brosse passée dans les cheveux, d'une robe dénouée et mise de côté. Madame Selby avait allumé les bougies, une 12, avant de se retirer. Halrich l'avait entendu frapper les silex, bien que les flammes ne fussent rien pour lui. Pas plus que le souvenir des flammes, une chaleur sur le côté gauche de son visage où le chandelier se trouvait sur la table. Il lui avait demandé une fois, au début, pourquoi les serviteurs allumaient encore des bougies pour un aveugle. L'habitude, avait dit Madame Selby. Puis, plus doucement, et parce que votre mère aurait souhaité que la maison ait l'air d'un foyer, monsieur, et non d'une tombe, que vous puissiez le voir ou non. Il les avait laissés continuer à allumer les bougies après ça. Cela lui avait semblé une petite pitié à accorder aux morts. Maintenant, sa femme entra dans la pièce. Il l'entendit s'arrêter juste à l'intérieur de la porte. Il entendit sa respiration plus rapide que d'habitude. Il tourna son visage vers le son et dit doucement, « Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de moi, Pétronelle. Je vous ai dit que quoi que soit ce soir, nous le faisons ensemble. Et si vous préfériez que ce ne soit rien du tout ce soir, si vous préfériez que nous nous couchions simplement et dormions et laissions le reste attendre que vous soyez prête, alors c'est ce que nous ferons. Et je n'en penserai pas moins de vous. Vous avez été vendue, mariée et faite duchesse en l'espace de 2 mois. Il serait étrange que vous n'ayez pas peur. Je n'ai pas peur de vous, dit-elle, et sa voix était douce et proche. Et il réalisa qu'elle avait traversé la pièce et se tenait maintenant devant lui, assez près pour la toucher. J'ai peur de l'intensité de ce que je ressens. C'est une chose différente. Je ne m'attendais pas. Elle s'arrêta. Halrich, ferez-vous quelque chose pour moi? N'importe quoi. Levez les yeux, dit-elle. Je sais que vous ne pouvez pas voir. Je sais. Mais je suis juste en face de vous, et les bougies sont derrière moi. Et je veux, bêtement, je veux que votre visage soit tourné vers le mien, comme il le serait si vous le pouviez. Pas pour vous, pour moi. Pour que je puisse prétendre, juste pour ce soir, que vous me regardez de la façon, sa voix se brisa un peu, de la façon dont je vous regarde. Ed Halrich de Kethwaite, qui avait passé 2 ans à garder ses yeux ruinés baissés, car il ne pouvait supporter la pitié des visages qu'il ne pouvait pas voir, leva son visage vers sa femme, et il vit la lumière. Ce n'était pas la vue. Il se le dirait 100 fois dans les semaines qui suivirent. Il refuserait d'espérer, il se garderait de l'espoir, comme un homme se garde d'une fièvre qu'il a déjà presque tué une fois. Ce n'était pas la vue, c'était la plus légère trace d'or au centre du gris, une chaleur qui prenait forme,
Une lueur là où la bougie se tenait derrière elle. Et contre cette lueur, la bloquant, une ombre. Une obscurité en forme de femme. Le contour d'une tête, une cascade de cheveux dénoués pour la nuit, la ligne d'une épaule. Pas son visage. Il ne pouvait pas voir son visage, mais il pouvait voir qu'elle était là. Une forme contre la lumière. La première chose que ses yeux lui avaient dite en 2 ans, qui n'était pas simplement le noir. Il fit un son qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Halrich! Instantanément, ses mains étaient sur son visage, et il pouvait les voir venir. Il pouvait voir leur ombre traverser l'or avant de les sentir. Et le fait qu'il puisse les voir, brisa quelque chose en lui qui était gelé depuis si longtemps qu'il avait oublié que cela pouvait se briser. Comment se fait-il que vous soyez devenu tout blanc? Êtes-vous malade? Dois-je? Ne bougez pas, dit-il. Sa voix ne ressemblait pas à la sienne. Pétronelle, ne bougez pas. Restez exactement où vous êtes, entre moi et les bougies, et ne bougez pas. Parce que, il ne pouvait pas finir. Il tremblait. Ses mains sur son visage tremblaient aussi. Ou peut-être que c'était lui. Il y a de la lumière, dit-il. Il y a une ombre contre la lumière. Et l'ombre, c'est vous. Je peux voir que vous êtes là. Je ne peux pas voir votre visage. Dieu m'aide. Je ne peux toujours pas voir votre visage, mais je peux voir que vous êtes là. Et c'est la première chose que j'ai vue en 2 ans. Et c'est vous. C'est vous. Bien sûr que c'est vous. Il ne savait pas lequel d'entre eux pleurait. Les deux, pensa-t-il. Tous les deux. Dans la lumière des bougies, qu'il pouvait soudainement, faiblement, incroyablement percevoir. Se tenant l'un à l'autre, comme si le monde sombre tout entier pouvait basculer et les faire tomber. Et Pétronelle disait son nom encore et encore. Et Halrich regardait vers le haut. Regardait enfin vers le haut. Pour la première fois en 2 ans, il regardait quelque chose, et ce quelque chose le regardait en retour. Et il comprit que sa femme lui avait demandé le seul cadeau qu'il pensait ne plus avoir à donner. Et en le donnant, le don lui était revenu au centuple. Les médecins ont dit que ça ne reviendrait jamais, murmura-t-il. Ils ont dit que le nerf était mort. Ils ont dit Pétronelle. Ils étaient certains. Ils étaient tous certains. Je me suis forcé à le croire, parce que l'espoir me tuait plus vite que la cécité. Alors les médecins avaient tort, dit-elle avec ferveur. Comme les médecins ont tort, comme tout le monde avait tort sur tout. Comme le monde entier a tort quand il décide qu'une chose est finie. Regardez-moi. Continuez à me regarder. Ne détournez pas le regard. Il ne détourna pas le regard. Il n'aurait pas pu détourner le regard, même si la maison s'était effondrée autour d'eux. Il s'assit sur le lit de son père, avec l'ombre de sa femme, contre la lumière des bougies. Et il regarda, et regarda, et regarda, avide, terrifié, pleurant comme un garçon. Et lentement, si lentement, la forme se précisa, au plus petit degré, un peu plus de l'épaule, la suggestion d'un bras levé vers son visage. Et il pensa qu'il en mourrait, de la pure joie déferlante. Et il pensa, quoi que ce soit, aussi peu que ce soit, aussi longtemps que ça dure, je le lui dois. Elle m'a demandé de lever les yeux. En 2 ans, personne ne m'a demandé de lever les yeux. Ils me voulaient tous en sécurité, le visage baissé. Elle voulait que je lève la tête. Ils ne dormirent pas pendant un long moment. Ils restèrent allongés dans le noir. Elle souffla les bougies enfin, et l'ombre disparut. Et le chagrin de la perdre était presque plus qu'il ne pouvait supporter. Jusqu'à ce qu'elle en rallume une seule, et la place là où il pouvait encore voir sa silhouette. Une forme sombre contre un unique point d'or. Et elle dit, « Nous en garderons une allumée en permanence à partir de maintenant, pour que vous puissiez voir que je suis là. » Et ils parlèrent à voix basse, comme les gens parlent quand toute la forme d'une vie vient de changer, et qu'ils essaient d'apprendre ces nouvelles dimensions dans le noir. « Vous ne devez pas trop espérer, » dit-elle une fois contre son épaule, et il entendit combien il lui en coûtait de le dire, de le protéger de la chose qu'elle désirait le plus au monde. Ce n'est peut-être pas plus que ça, une ombre, une lumière. Ce ne seront peut-être jamais des visages, ça pourrait repartir. Je ne supporterai pas que vous le retrouviez pour le perdre à nouveau et être brisé 2 fois. Je sais, dit-il. Je le sais. Et je vais vous dire une chose étrange, Pétronelle. Si ça ne va jamais plus loin que ça, si je ne vois que des ombres et de la lumière pour le reste de ma vie, et jamais votre visage, je trouve que je ne suis pas triste. J'ai passé 2 ans à pleurer la perte de 1000 choses. Les visages, les livres, la couleur de la lande,
ma propre main au bout de mon bras. Et ce soir, j'ai retrouvé une chose. Une ombre contre la lumière. Et il s'avère que cette seule chose, si c'est la bonne, est suffisante pour construire toute une vie. Je ne le savais pas. J'ai dû tout perdre et ne recevoir presque rien en retour pour l'apprendre. Il tourna son visage contre ses cheveux. Vous êtes ma seule chose. Vous êtes l'ombre contre la lumière. Je construirai toute ma vie sur vous, et je me considérerai comme l'homme le plus riche d'Angleterre. Elle ne lui répondit pas par des mots, mais il sentit ses larmes chaudes sur sa peau, et il les comprit. Et dans les années à venir, les longues, pleines, difficiles, joyeuses années, il se souvint de cela comme du véritable commencement. Pas le bureau où elle fut vendue, pas l'église grise où ils furent mariés, mais la chambre sombre où une jeune fille effrayée demanda à un aveugle de lever les yeux. Et l'aveugle leva les yeux et vit, contre toute la certitude de tous les sages d'Angleterre, qu'il n'était pas seul dans le noir, et ne le serait plus jamais. Le matin, elle lui lut les contes. Il s'était à moitié attendu à ce que la nuit ait tout changé, et il fut presque soulagé, presque rassuré, de constater qu'elle n'avait rien changé d'important. Elle vint à lui dans le petit salon avec les registres sous le bras, son pas rapide, léger et inégal. Et elle dit « Bonjour, votre grâce. Votre intendant a enfin ordonné la réparation des toits des chaumières du Nord, et cela ne lui a pris que 14 mois. Nous devrons donc travailler sur son sens de l'urgence. » Et Halrich rit et tendit la main vers elle. Il trouva son ombre contre la lumière grise des fenêtres et dit « Venez ici et laissez-moi vous regarder d'abord. Et ensuite, vous pourrez me dire toutes les choses terribles que mon intendant a omis de faire. Vous pouvez voir la fenêtre, observa-t-elle, venant se tenir là où il pouvait la voir. Je peux voir la fenêtre et l'ombre d'une duchesse très impertinente qui se tient devant. C'est la plus belle vue de la maison. » Il attrapa sa main et l'embrassa. Elle le sera toujours. Le comté la prit, bien sûr. Le comté apprenait toujours tout. Cela leur parvint d'abord comme une lettre, puis comme un flot de lettres, puis comme des visiteurs. Les mêmes familles qui avaient traversé la rue pour l'éviter pendant 2 ans. Soudainement, urgemment curieuses d'inspecter la créature que le duc aveugle avait épousée. Halrich savait exactement ce qui les motivait. Ce n'était pas la bonté, et ce n'était pas la félicitation. C'était la délicieuse possibilité d'un scandale, une grande fortune, un duc brisé, et une personne sans le sou qui devait sûrement l'avoir piégé, dupé. S'être insinué dans le noir, où il ne pouvait pas voir sa coupe vulgaire, et l'avoir dépouillé de tout ce qu'il possédait. Il pouvait l'entendre dans l'encre même de leurs lettres, quand Pétronelle les lui lisait. L'appétit à peine voilé, la pitié déguisée en inquiétude. Lady Maralt écrit pour dire qu'elle est tout à fait affligée d'apprendre votre mariage soudain, et elle espère que vous n'avez pas été abusé dans votre affliction. Pétronelle lut un matin, et il l'entendit s'efforcer de garder sa voix égale, et échouer à la toute fin. Elle joint le nom d'un avocat spécialisé dans l'annulation des arrangements imprudents. Halrich tendit la main. « Donnez-la-moi. Vous ne pouvez pas la lire. »« Non, mais je peux la mettre au feu. Et j'aimerais le faire moi-même, pour que la gentille sollicitude de Lady Maralt nous réchauffe au moins le temps d'une bougie. » Il entendit le rire surpris de Pétronelle, à moitié un sanglot. Et il la trouva, prit la lettre de sa main et la posa avec soin. Il avait appris à juger la chaleur du foyer avec sa paume. Il la posa dans les flammes. « Maintenant, ne me lisez aucune des autres. Brûlez-les toutes. Si une lettre vient d'une personne qui nous veut du bien, nous le saurons, parce qu'elle nous souhaitera simplement du bien. Et il n'y aura pas d'avocat dedans, ni de pitié, ni d'affliction. Tout le reste va au feu. » Mais les visiteurs ne pouvaient pas être brûlés. Ils arrivèrent dans leur voiture par la longue allée, et Madame Selby les fit entrer dans le grand salon, et Halrich s'assit avec sa femme et les endura, parce qu'il avait appris qu'un homme qui se cache du monde n'enseigne au monde que sa défaite. Et il n'enseignerait pas au monde que Pétronelle avait été une erreur. Il s'assit, ses yeux aveugles tournés vers des voix qu'il ne pouvait associer à des visages, et il les écouta condescendre envers sa femme. Il entendit les petites cruautés qu'ils glissaient dans leur politesse. Le « ma chère, comment avez-vous fait ?» Et le « vous devez trouver tout cela si accablant, venant d'où vous venez ?» Et le « vous jouez ?» Bien sûr, non.
De petits silences conçus pour lui faire sentir son ignorance d'un nom, d'une famille, d'un rien à la mode. Et il écouta Petronelle répondre à chacun d'eux avec un calme qui les déconcertait complètement. « Je ne trouve pas cela du tout accablant », dit-elle à une Madame Corbett qui avait suggéré que la gestion d'une si grande maison devait être bien au-delà des capacités d'une jeune femme de son milieu. « Je tiens les comptes moi-même. J'ai découvert en arrivant que les chaumières du Nord avaient passé 2 hivers sans que leur toit soit réparé, tandis que la maisonnée dépensait 40 livres par an en bougies de cire d'abeille pour des pièces où personne n'entrait. J'ai fait réparer les toits et réduit les bougies. Les tenanciers sont au sec et le chandelier est déçu. Et je dors très bien. J'imagine, Madame Corbett, que vous tenez aussi vos propres comptes et que vous savez exactement ce que je veux dire. » Il y eut un petit silence délicieux. Madame Corbett, Halrich le savait par longue connaissance, n'avait jamais tenu un compte de sa vie. Et elle était célèbre pour se disputer avec tous les commerçants du comté. « Comme c'est singulier, » dit Madame Corbett. « Oui, » dit la nouvelle duchesse de Kethwaite, agréablement. Ma mère disait la même chose. Elle le disait comme un avertissement. J'ai décidé de le prendre comme un compliment. Quand ils furent partis, Halrich riait si fort qu'il dut s'accrocher au bras de son fauteuil. « Vous êtes magnifique, dit-il. Vous êtes absolument magnifique, et ils vous détesteront pour ça. Et je m'en fiche complètement. Et vous non plus, je pense. Je m'en soucie un peu, admit-elle. Et il l'entendit s'affaisser sur le canapé à côté de lui. Il entendit la petite lassitude sous le triomphe. Pas pour moi. On m'a méprisé toute ma vie. C'est un vieux manteau. Il me va bien, et il ne m'irrite plus. Il me méprise parce que je vous ai épousé, Halrich. Et cela signifie qu'une partie de ce qu'ils disent vraiment, c'est que vous avez été un imbécile de me vouloir. Que vous avez dû être dupé. Qu'un homme entier n'aurait jamais choisi une femme comme moi, et que seul un homme brisé l'a fait. Et ça, sa voix se serra. Ça me dérange. Pas pour moi, pour vous. Je ne les laisserai pas dire que votre mariage avec moi est la preuve que vous êtes diminué. Je ne le permettrai pas. Vous êtes l'homme le moins diminué que j'ai jamais rencontré. Et je vous ai épousé parce que vous m'avez vu quand personne d'autre ne voulait regarder. Et si je dois faire attendre tout ce comté pourri sur mon seuil pendant 10 ans pour leur faire comprendre, je le ferai. Halrich trouva son visage dans le noir, avec ses 2 mains, et le tourna vers lui. « Petronelle, dit-il, écoutez-moi, car je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit à une autre âme vivante. » Il prit une profonde inspiration. « Pendant 2 ans, j'ai cru exactement ce qu'il croit, que j'étais diminué. Qu'un homme qui ne peut pas voir est un demi-homme, une ruine, une chose à plaindre et à gérer. Je le croyais si complètement que j'ai arrêté de vivre. Je me suis assis dans le noir et j'ai attendu de mourir, et j'ai appelé ça de la dignité. Et puis une jeune fille m'a été vendue par un joueur de cartes. Et elle m'a dit que mes yeux étaient la chose la moins intéressante à mon sujet. Et elle m'a demandé de lever les yeux. Et j'ai levé les yeux et j'ai vu une ombre contre la lumière, et c'était elle. Et j'ai compris que je m'étais trompé pendant 2 ans sur la seule chose dont j'étais le plus certain. » Ses pouces caressèrent la courbe de ses joues. Alors, quand le comté dit que je me suis diminué en vous épousant, ils ont tout à l'envers. Vous n'êtes pas la preuve que je suis moins. Vous êtes la preuve que j'étais plus que je ne le savais depuis le début, et que j'avais seulement besoin de quelqu'un pour me faire lever les yeux. Laissez-les parler. Chaque mot qu'ils gaspillent sur nous est un mot qui prouve qu'ils ne comprendront jamais ce que nous avons. Et je n'échangerai pas 1 heure de cela contre toute leur bonne opinion. Elle resta silencieuse un long moment. Puis, doucement, « Je peux voir vos yeux. Vous savez, quand vous parlez comme ça, ils ne sont pas du tout ruinés. Ils sont la plus belle chose en vous, et ils me regardent droit dans les yeux. Et si vous disiez à une seule âme dans ce comté que les yeux d'un aveugle peuvent regarder une femme comme ça, il vous traiterait de menteur. « Puis-je vous voir ?» demanda-t-il. C'était la question qu'il posait maintenant doucement 12 de fois par jour. Et la réponse s'améliorait de semaine en semaine, si lentement que seuls eux deux, qui l'attendaient, pouvaient marquer le changement. Au début, ce n'était qu'ombre et lumière, puis des formes. Puis, un matin gris, 3 mois après le mariage, debout à la fenêtre, il avait dit son nom d'une voix étrange, et il lui avait dit qu'il pouvait voir la couleur de son châle. Bleu. Il avait dit, « Il est bleu, n'est-ce pas ?» Un bleu délavé avec un raccommodage à l'épaule. Et elle avait pleuré si fort qu'elle n'avait pas pu lire les comptes pendant 1 heure. « Vous pouvez me voir, »
dit-elle maintenant. Que voyez-vous? Votre silhouette contre le feu. Vos cheveux, ils sont détachés. Vous les avez détachés. Ils sont sombres. Vos mains sur vos genoux. Sa voix s'érailla. Pas votre visage. Toujours pas votre visage. C'est la seule chose que je n'arrive pas à voir. Tout le reste revient, et votre visage reste caché pour moi. Comme si Dieu voulait me le faire mériter. Comme si je devais avoir tout au monde avant d'être autorisé à avoir la seule chose que je désire le plus. Vous l'aurez, dit-elle, ou vous ne l'aurez pas, et ça n'aura pas d'importance, parce que vous avez le reste de moi. Et mon visage n'a jamais été ma meilleure partie de toute façon. Demandez à n'importe qui dans 3 comtés, ils vous diront tous la même chose. La nouvelle duchesse n'est pas une beauté. La nouvelle duchesse, dit Halric, sera la plus belle chose que j'ai jamais vue le jour où je la verrai enfin. Et jusqu'à ce jour, elle est la plus belle chose que j'ai jamais entendue, touchée et qui m'est sauvée. Et j'attendrai son visage aussi longtemps qu'il le faudra. Parce que j'ai appris à être un homme patient. Et c'est vous qui me l'avez appris. L'hiver arriva, et le domaine qui se mourait commença, sous la main de la nouvelle duchesse, à vivre. Elle était partout, dans les chaumières avec des paniers et un œil impartial et non sentimental pour ce qui n'allait pas. Moulin a discuté des loyers avec le meunier jusqu'à ce qu'il accepte un chiffre juste. Puis, à son grand étonnement, elle lui serra la main pour sceller l'accord. À la ferme principale, à la première lueur, en bottes d'homme qu'elle avait achetées sans honte. Parce qu'une duchesse qui ne se salirait pas n'était d'aucune utilité dans une bergerie. Les tenanciers, qui s'attendaient à une dame fine et oisive et s'étaient préparés à la détester, ne surent que faire d'elle. Puis, lentement, ne surent plus comment ils avaient fait sans elle. Ed Halric, à son bras, sortit de nouveau parmi eux. Il n'avait pas quitté la maison en 2 ans, sauf par nécessité. Maintenant, il parcourait le domaine avec sa main sur le bras de sa femme et sa canne dans l'autre main. Et elle était ses yeux. Il y a une barrière devant. 3 pas, le loquet est à droite. Le vieux Tolly arrive. Il a perdu une dent depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Soyez gentil. Il est fier de la nouvelle. Et les tenanciers, qui lui avaient parlé pendant 2 ans comme s'il était un portrait d'un duc, se retrouvèrent à parler à l'homme, parce que sa femme parlait à l'homme. Et c'est une chose étrange mais vraie, que les gens vous traitent comme la personne que votre femme traite. Il se sentit revenir, centimètre par centimètre, barrière par barrière, tenancier par tenancier. Le duc de Kethwaite revint d'entre les morts. Et c'est le bras de sa femme sous sa main qui le guida tout le long du chemin. Son père revint au printemps. Halrich entendit la voiture avant Pétronelle. Il entendait la plupart des choses avant elle maintenant. Louis s'était affiné et aiguisé pendant les années de noir. Et il sut, au roulement inégal des roues et au souffle fatigué du cheval, que c'était une chose louée, mal entretenue. Et il sentit Pétronelle se figer à côté de lui, à la fenêtre du salon où ils étaient assis pour les lettres du matin. « C'est mon père, dit-elle. » Sa voix avait changé. Toute l'aisance en avait disparu. Et à sa place, il y avait cette qualité plate et tendue dont il se souvenait de la toute première nuit dans le bureau. La voix d'une jeune fille qui serre quelque chose très fort pour ne pas trembler. Je reconnais sa façon de s'asseoir dans une voiture. J'avais espéré, je m'étais laissé espérer qu'ayant obtenu ce qu'il voulait, il nous laisserait tranquilles. Ce qu'il voulait, c'était que la dette soit effacée, dit Halrich. C'est fait. Que pourrait-il vouloir maintenant? Plus, dit simplement Pétronelle. C'est toujours plus. Il n'y a pas de fond. J'ai appris ça avant d'apprendre mes lettres. Sir Edmund Northcote entra dans le salon, sentant l'alcool et la route. Expansif, affectueux, terrible. Halric ne pouvait pas le voir, mais il n'en avait pas besoin. Il avait connu une centaine d'hommes comme Northcote dans ses années de voyant. Aux tables de jeu et aux courses. Des hommes qui prenaient leurs enfants pour des biens et leurs dettes pour des malheurs infligés par un monde injuste. Il entendit l'homme embrasser sa fille. Il entendit Pétronelle l'endurer, raide comme un piquet de clôture. Et il l'entendit tourner toute la chaleur de son charme ruiné sur la pièce. « Mon cher duc, mon fils, je peux vous appeler ainsi, n'est-ce pas? Pardonnez à un vieil homme ses sentiments, mon fils. Et quelle transformation vous avez accomplie, vous deux. Tout le comté en parle. Le domaine est entièrement restauré. Et ma Pétronelle.
Une duchesse. Une duchesse! Quand je pense au modeste toit sous lequel elle a été élevée. Une pose humide et sentimentale. Cela fait du bien au cœur d'un vieux père. Cela fait du bien. Bien que je vous avoue, mon garçon, entre nous, en famille, les temps ont été durs, cruellement durs. Une série de malchances des plus choquantes, entièrement imméritées. Et je me trouve une fois de plus dans un embarras temporaire, purement temporaire, dont une petite aide entre membres de la famille me soulagerait entièrement. Combien? Dit Halrich. Ce n'était pas une question, mais un mot plat, las, pesant. Il sentit la main de Pétronelle trouver la sienne sous le bord du canapé et la serrer fort. Northcote nomma une somme. C'était une grosse somme. C'était, pensa Halrich, précisément la somme qu'un homme nomme quand il a décidé qu'un gendre riche est une source qui coulera éternellement si on l'amorce bien, et que le premier tirage doit être assez grand pour établir le principe. « Je vois, » dit Halrich. « Je savais que vous comprendriez. Un homme du monde. Et ce n'est pas comme si, pardonnez-moi, ce n'est pas comme si l'argent signifiait quoi que ce soit pour vous. Alors que pour moi, Northcote. » Halrich se leva. Il le fit lentement, délibérément. Et il était devenu conscient ces derniers mois, de l'effet que sa stature avait. La simple taille de Louis se déployant. L'immobilité qu'il avait apprise dans le noir, lue comme une menace par les hommes qui ne savaient pas que ce n'était que de la prudence. Je vais vous dire ce qui va se passer, et vous allez écouter, parce que vous ne l'entendrez qu'une seule fois. La pièce était devenue très silencieuse. Vous m'avez vendu votre fille, dit Halrich. C'est le mot simple pour cela, et j'utiliserai le mot simple, parce que vous avez passé ce dernier quart d'heure à l'habiller du langage de la famille, et je trouve que je n'ai pas l'estomac pour ça. Vous l'avez amenée à ma maison pour être livrée contre une dette de jeu, et vous l'avez fait sans honte, et vous l'auriez fait à un homme bien pire que moi, et ce fut le plus heureux accident de ma vie, et ce n'est pas grâce à vous. Elle est ma femme maintenant. Elle est la duchesse de Kethwaite. Elle est la femme la plus admirable d'Angleterre, et elle a reconstruit ce domaine de ses propres mains, et elle m'a rendu ma vie. Et rien de tout cela n'a quoi que ce soit à voir avec vous, sauf que dans votre cupidité, vous avez été l'instrument qui l'a amené à ma porte. De la même manière qu'un homme qui jette un diamant dans un fossé est l'instrument qui permet à un homme plus pauvre et plus chanceux de le trouver. Attendez voir, commença Northcote, le charme tournant allègre. Je n'ai pas fini. Voici ce qui va se passer. Je paierai cette dette, une fois. Pas parce que vous le méritez, et pas parce que je crains le scandale du père de ma femme dans une cellule de débiteurs. Soyons très clairs. Je ne le crains pas le moins du monde. Et si vous me mettez à l'épreuve, vous trouverez les murs d'une cellule de débiteurs plus froids que ma conscience. Je la paierai une fois pour une seule raison. Parce que ma femme, qui a plus de raisons de vous haïr que n'importe quelle femme que j'ai jamais connue, passera une nuit blanche si je laisse son père être emprisonné. Et je ne veux pas qu'elle perde une seule heure de sommeil à cause de vous. Vous êtes racheté par sa tendresse, Northcote, pas par ma générosité. Et vous feriez bien de comprendre la différence. Parce que sa tendresse est la seule monnaie qu'il vous reste avec moi, et vous l'avez presque entièrement dépensée. Il entendit la respiration de Northcote, rapide et offensée. Et c'est la dernière, dit Halrich. Entendez-moi bien, la dernière. Il n'y aura pas de deuxième visite, pas de deuxième embarras, pas de deuxième aide entre familles. Mon intendant paiera cette somme directement à vos créanciers, pas à vous. Je suis aveugle, monsieur, pas simple d'esprit, et il vous accordera une petite rente. Assez pour vivre tranquillement et sobrement si vous en êtes capable. Payez trimestriellement, entièrement conditionné à ce que vous ne vous présentiez plus jamais à cette maison, n'écriviez plus à ma femme, ou ne prononciez plus son nom à aucune table de jeu en Angleterre pour augmenter votre crédit. Si vous enfreignez l'une de ces conditions, la rente s'arrête ce jour-là, et vous pouvez aller à la ruine. Et je ne lèverai pas le petit doigt, et je vous le promets, car je la connais mieux que vous ne l'avez jamais fait. Elle non plus. Elle a versé toutes les larmes qu'elle allait verser pour vous. Je l'ai vu le faire. Vous n'en aurez pas d'autres. Il y eut un long et vilain silence. Halrich ne pouvait pas voir le visage de l'homme, mais il n'en avait pas besoin. Il pouvait entendre le calcul qui se déroulait derrière le silence. La recherche d'un angle, d'un levier, d'un point faible, et n'en trouvant aucun. Il avait passé 2 ans à apprendre à lire les hommes sans ses yeux,
Il n'en avait jamais lu un plus complètement qu'il ne lisait Sir Edmund Northcote dans ce silence. Et ce qu'il lisait était un petit homme découvrant enfin la limite d'une chose qu'il ne pouvait pas manipuler. « Vous l'avez empoisonné contre moi », dit enfin Northcote, et sa voix était passée du charme au venin en l'espace d'un souffle, ce qui était la chose la plus vraie qu'il ait montrée de toute la matinée. Et Pétronelle parla. « Non, papa, dit-elle. » Elle s'était levée. Halric l'entendit venir se tenir à côté de lui, sentit son épaule contre son bras. « Vous avez fait ça vous-même, petit à petit, pendant 19 ans, et il n'y avait pas d'autre poison que le vôtre. Halric n'a pas dit un seul mot contre vous que vous n'ayez pas mérité. Et je vais vous dire la chose qu'il est trop gentil pour dire, parce que je suis votre fille et que j'ai le droit de le dire, et lui non. » Sa voix ne tremblait plus maintenant. C'était la plus stable qu'il lui ait jamais entendue. « Je vous ai aimé autrefois, quand j'étais petite et que maman était en vie, et que vous rentriez à la maison en sentant la chance. Vous me souleviez et m'appeliez votre petite fille intelligente. Je vous ai aimé comme les enfants aiment, de tout leur cœur et sans défense. Et vous avez dépensé ça. Vous l'avez dépensé comme vous avez tout dépensé, sans compter, jusqu'à ce que ce soit épuisé. Et la chose terrible, la chose qui devrait vous tenir éveillé la nuit, bien que vous ne le ferez jamais, c'est que vous n'avez même pas remarqué le moment où c'était fini. Vous allez prendre l'argent de mon mari maintenant, et vous vous direz que je suis dur, qu'une bonne fille aurait donné plus librement, que vous avez été maltraité. Et je veux que vous le sachiez une fois pour toutes, clairement, pour que vous ne puissiez pas prétendre le contraire. Je ne suis pas dur. Je suis fini. Il y a une différence, et je l'ai apprise de vous, parce que vous en aviez fini avec moi il y a longtemps, et vous avez seulement oublié de le dire. » Northcote partait dans l'heure. Halric entendit la pauvre voiture s'éloigner sur l'allée, le cheval fatigué, les roues mal entretenues, et il se tenait à la fenêtre, son bras autour de sa femme, et il sentit qu'elle ne pleurait pas. C'était la chose qu'il remarqua en la tenant, qu'elle ne pleurait pas. Et il comprit qu'elle avait dit à son père la pure vérité, qu'elle avait versé toutes ses larmes et n'en avait plus pour lui, et que ce qui restait maintenant n'était pas du chagrin, mais seulement la paix, nette, calme et terrible, qui vient après qu'une blessure s'est enfin refermée. « Ça va » lui demanda-t-il. « Oui, dit-elle, et à son grand étonnement, il entendit que c'était vrai. Je pensais que ce serait pire. Je pensais que le voir rouvrirait tout. Mais ce n'est pas le cas, Halric. C'était comme regarder une maison où j'avais vécu et découvrir que je n'avais plus la clé et que je n'en voulais pas. » Elle se tourna dans ses bras. « J'ai une nouvelle maison maintenant. Il y a un duc aveugle dedans qui lit les contes avec moi, qui brûle les lettres de Lady Maralt, qui tient tête aux joueurs de cartes, et qui me dit que je serai belle le jour où il verra enfin mon visage. Je n'ai pas besoin de l'ancienne maison. Je ne le savais pas jusqu'à maintenant. Merci pour ça. Pour avoir pris ma défense. Pour l'avoir laissé être racheté par ma tendresse, et non par ma peur. C'est la différence entre vous et lui. Et je ne savais pas comment le dire, jusqu'à ce que je vous voie tous les deux dans la même pièce. Il a dépensé tout ce que je lui ai donné. Vous me le rendez au double, chaque jour. » Halric la serra et tourna son visage vers l'endroit où il savait que se trouvait son visage. La seule partie d'elle qu'il ne pouvait toujours pas voir. Et il pensa, « Bientôt, ça revient un peu plus chaque semaine. Bientôt, je verrai son visage. Et quand je le verrai, je le connaîtrai déjà, parce que j'ai vu tout le reste d'elle. Le courage, la constance et la tendresse. Elle n'a pas laissé son père se noyer. Et un visage n'est que la dernière chose que l'on apprend sur une personne que l'on aime déjà. » À l'automne, il y eut le bal du comté, et Pétronelle ne voulait pas y aller. « Ils vont nous dévisager, dit-elle. Ils vont vous dévisager, et ils vont me dévisager. Et ils chuchoteront sur la façon dont le duc aveugle a été piégé par une personne de rien. Et je ne m'en soucie pas pour moi-même, Halric, vous le savez. Mais je ne supporte pas qu'ils vous dévisagent, qu'ils fassent de vous un spectacle, qu'ils vous regardent traverser une pièce et comptent vos faux pas comme des gens à une foire. Alors qu'ils le fassent, dit Halric. Qu'ils me regardent traverser une pièce au bras de ma femme. Qu'ils comptent. J'ai beaucoup réfléchi à cela, Pétronelle, et je suis arrivé à une conclusion, et j'aimerais que vous l'entendiez. » Il lui prit les mains. « Pendant 2 ans, je me suis caché. Je me disais que c'était de la dignité, mais c'était de la peur. La peur d'être vu trébucher, la peur de la pitié, la peur exactement du regard que vous décrivez. Et me cacher ne m'a pas protégé. Cela n'a fait que donner au comté l'histoire qu'il voulait.
Le duc brisé, enfermé dans sa maison en ruine, trop honteux pour montrer son visage. Ils ont écrit cette histoire sans moi, parce que je leur ai donné la page blanche pour l'écrire. Je ne le ferai plus. S'ils vont raconter une histoire sur nous, je veux être dans la pièce pendant qu'ils la racontent. Je veux qu'ils voient le duc de Kethwaite entrer dans le bal la tête haute, sa femme à son bras, et danser. Oui, danser mal, sans doute, et sans moquer. Parce qu'un homme qui danse mal avec une femme qu'il adore est une bien meilleure histoire qu'un homme qui se cache dans le noir. Et j'ai l'intention de leur donner la meilleure histoire, qu'ils la veuillent ou non. Alors, ils y allèrent. Halric portait ses plus beaux habits, et Petronelle portait une robe de la couleur d'un bordeaux profond, qu'elle avait elle-même retouchée à partir d'une de celles de sa mère, car elle ne voulait pas qu'il lui en achète une nouvelle. « Ils diront que vous avez dû me soudoyer avec de la soie pour que je reste, dit-elle, et je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Je porterai la robe de votre mère, rendue nouvelle par mes propres mains, et je les laisserai ruminer ça. » Et ils arrivèrent en retard exprès, pour que la salle soit pleine quand les portes s'ouvriraient et que le duc de Kethwaite entrerait. Les salles de bal devinrent silencieuses. Halrich ne pouvait pas les voir, mais il sentit le silence s'abattre sur la pièce, comme un drap qu'on laisse tomber. La musique hésita, le murmure d'une centaine de personnes, décidant tout en même temps de ne pas se faire surprendre à regarder, et toutes regardant. Il sentit le bras de Petronelle se raidir sous sa main. « Décrivez-moi la salle, murmura-t-il. Des bougies, souffla-t-elle. 1 millier, semble-t-il. Les maraldes sont près de la cheminée. Madame Corbett près de la salle de jeu, en jaune. Pauvre chose, ça ne lui va pas. Tout le monde regarde. Tout le monde. Un tremblement. Halrich. Ils regardent tous. Bien, dit Halrich. Alors ils verront tous. Menez-moi au milieu de la piste, Petronelle. Pas sur le bord, au milieu. Et puis, quand la musique reprendra, je vais danser avec ma femme au centre du bal du comté. Et je vais garder la tête haute pendant que je le ferai. Et je me fiche éperdument de qui compte mes faux pas. Il sentit son souffle surpris aux mots, le petit rire impuissant. Menez-moi au milieu. Elle le mena au milieu. Toute la salle regarda le duc aveugle marcher jusqu'au centre de la piste au bras de la personne de rien qu'il avait épousée. S'arrêter, se tourner, la prendre dans ses bras et attendre, sans hâte, la musique. La musique arriva. Il dansa mal. Il savait qu'il dansait mal. Il le sentait. Une demi-seconde de retard à chaque tour. La prudence dans ses pieds, là où il y avait eu autrefois de la grâce. Et une fois, il marcha sur son ourlet. Et une autre fois, il tourna dans le mauvais sens et dut être ramené par la douce pression de sa main. Et il s'en fichait. Il s'en fichait complètement. Parce qu'elle riait. Pas le rire cassant d'une femme qui couvre son mari, mais le vrai rire bas et ravi qu'il entendait d'elle quand ils étaient seuls et qu'elle pensait que personne ne pouvait l'entendre. Et elle murmurait les figures à voix basse pour le guider. « À gauche maintenant, et tournez, et en arrière, mon amour. Vous voyez, nous sommes les meilleurs danseurs de la salle, et personne ne peut prouver le contraire. » Et Halrich tenait sa femme au centre d'un millier de bougies et de 100 visages qui le fixaient. Et il était, pensa-t-il, plus purement heureux qu'il ne l'avait jamais été dans sa vie de voyant. Et c'est là, au milieu de la danse, au milieu du bal, avec la lumière d'un millier de bougies se déversant sur lui, plus de lumière qu'il n'en avait eu depuis la fièvre, que c'est arrivé. Il la regardait comme il la regardait toujours maintenant, son visage tourné vers le bas, là où il savait que se trouvait son visage, la seule partie d'elle qui lui était encore cachée. Et le gris se leva. Il ne se leva pas comme un rideau se lève, il se leva comme l'aube se lève. Si lentement que vous ne pouvez pas marquer le moment. Et puis, tout d'un coup, vous réalisez que le monde a de la couleur. L'ombre qui était le visage de sa femme, flou et sans forme pendant 1 an, nagea et se déplaça dans la lumière des bougies, et se précisa, et se précisa. Et il arrêta de danser. Il s'arrêta au milieu de la piste et la musique continua sans eux. Et la salle vit le duc aveugle devenir complètement immobile. Et Petronelle, alarmée, murmura « Halrich, qu'y a-t-il? Êtes-vous malade? Dois-je vous faire sortir? Soyez tranquille, dit-il. » Sa voix n'était pas la sienne. Ses mains s'étaient levées pour encadrer son visage, comme elle l'avait fait 100 fois dans le noir. Mais cette fois, soyez tranquille.
Ne bougez pas, Pétronelle. Pétronelle, regardez-moi. Elle le regarda, et Ulrich de Kethwaite vit le visage de sa femme. Il le vit comme un homme mourant de soif voit de l'eau. D'un seul coup, entier, insupportable. Il vit qu'elle n'était pas belle, pas de la manière dont le comté l'entendait, et qu'elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue, ou verrait jamais. Il vit les grands yeux gris, stables même maintenant, même effrayés. Les yeux qui avaient dit à un joueur de cartes qu'elle en avait fini, et qui avaient dit à un duc qu'il n'était pas diminué. Il vit le visage simple, fort, honnête, le visage qui avait décrit un ciel d'étain et une ligne d'or sur la lande, le visage qui avait demandé à un aveugle de lever les yeux. Il vit le courage réparé en lui et le chagrin réparé, et l'énorme, terrifié, espoir flamboyant qui naissait en lui maintenant, alors qu'elle lisait quelque chose dans sa propre expression qu'elle n'osait pas encore croire. « Ulrich, murmura-t-elle. « Ulrich. Quoi? Vous avez les yeux gris, dit-il. Il pleurait. Il se fichait qu'une centaine de personnes regardent un duc pleurer au centre du bal du comté. Qu'ils écrivent cette histoire. C'était la meilleure jusqu'à présent. Vous avez les yeux gris, et il y a une petite cicatrice au-dessus de votre sourcil gauche dont vous ne m'avez jamais parlé. Et vos cheveux tombent sur le côté droit là où j'ai marché sur votre ourlet et vous ai bousculé. Et vous avez peur. Et vous commencez à espérer. Et vous avez raison d'espérer. Pétronelle, vous avez raison. Je peux vous voir. Je peux voir votre visage. Je regarde votre visage. Après tout ce temps, au milieu de tous ces gens, Dieu m'a enfin laissé regarder votre visage. Et c'est exactement ce que je savais qu'il serait. C'est le visage le plus courageux, le plus cher, le plus beau d'Angleterre. Et chaque âme dans cette pièce est sur le point de me voir l'embrasser. Et il le fit. Il embrassa sa femme au centre du bal du comté, à la lumière d'un millier de bougies. Devant chaque famille qui avait traversé la rue pour l'éviter, l'avait plaint, l'avait appelé diminué, et qui était venu se moquer de la personne de rien qu'il avait épousée. Il l'embrassa comme un homme embrasse la première et unique chose qu'il a vue au monde en 3 ans. Ce qui est exactement ce qu'elle était. Dans la salle qui était venue pour chuchoter, on ne chuchota pas. Il y eut un silence. Puis, de quelque part près des musiciens, une seule paire de mains commença à applaudir. Puis une autre. Et puis, parce qu'il y a même dans la compagnie la plus froide, un reste de cœur humain. Et parce qu'il n'y a personne sur terre de si fier qu'il ne soit pas ému par la vue d'un aveugle pleurant en voyant le visage de sa femme. Toute la salle éclata en applaudissements. Et le duc aveugle de Kethwaite, qui pouvait voir, se tenait au milieu de tout cela, tenant sa femme, et n'en entendit pas une note, parce qu'il regardait toujours son visage, et continuerait à le regarder, avide, reconnaissant et incrédule, pour le reste de sa vie. « Vous avez dit que je serais belle le jour où vous me verriez enfin », dit Pétronelle bien plus tard dans la voiture qui les ramenait, son visage pressé contre le sien, tous deux épuisés par les larmes et l'émerveillement. « Vous l'avez dit 100 fois et je ne vous ai jamais cru. J'ai dit, demandez à n'importe qui dans 3 comtés. La nouvelle duchesse n'est pas une beauté. Vous n'êtes pas une beauté, acquiesça Ulrich, et il sentit son rire surpris contre sa joue. Le comté a tout à fait raison. Vous êtes quelque chose pour lequel ils n'ont pas de mots. Parce qu'ils n'ont jamais de leur vie vu une femme qui vaille la peine d'apprendre le mot. Moi si. J'en ai vu une ce soir au milieu d'un millier de bougies, et je vais passer le reste de ma vie à la regarder. Et je ne vais jamais, tant que je vivrai, détourner le regard. L'histoire que le comté racontait sur le duc de Kethwaite changea après cette nuit, et elle changea pour de bon. On ne pouvait rien y faire. Une centaine de personnes avaient vu la vue d'un aveugle revenir au milieu d'une danse, et avaient vu que la première chose qu'il avait regardée était le visage de sa femme. Il l'avait vu pleurer et l'embrasser, et avait entendu toute la salle applaudir malgré elle. Et il n'y a pas de ragot sur terre assez fort pour survivre à 100 témoins d'un miracle. Les familles qui étaient venues pour se moquer rentrèrent chez elles et racontèrent l'histoire. Et en la racontant, elle grandit, comme de telles histoires le font, jusqu'à ce qu'à Noël, il n'y ait guère de salon dans 3 comtés où le conte n'était pas raconté avec une pointe d'émotion dans la voix. Comment la duchesse avait épousé le duc aveugle, quand le monde entier appelait cela de la folie. Comment elle lui avait demandé de lever les yeux. Comment sa vue lui était revenue petit à petit sous ses soins.
jusqu'à ce qu'enfin, au bal, il ait vu son visage et l'ait reconnu comme le plus cher d'Angleterre. Il ne le racontait pas tout à fait avec exactitude. Ils ne le font jamais. Mais la forme en était vraie. Et la forme en était celle-ci, que la personne de rien n'avait pas piégé le duc, mais l'avait sauvé. Et que le comté s'était trompé. Lady Maralt vint en janvier pour les féliciter, ayant commodément oublié l'avocat. Pétronelle l'a reçu avec une grâce parfaite. Louis verse du thé, parle du Toms et des routes, et ne mentionna pas une seule fois la lettre. Ce qui, pensa Halrich, était une vengeance plus fine que n'importe quel mot aurait pu l'être. Laisser Lady Maralt assise pendant toute une visite, redoutant une référence qui ne vint jamais. De sorte qu'elle partit plus profondément punie par sa propre conscience qu'elle n'aurait jamais pu l'être par la langue d'un autre. Madame Corbett demanda conseil à Pétronelle sur la tenue des comptes d'une petite voix, et Pétronelle le lui donna généreusement et sans une once de triomphe, et se fit, à l'étonnement de Halrich, presque une amie d'elle. « Vous auriez pu l'écraser, dit Halrich après. Elle a passé tout un après-midi l'été dernier à essayer de vous faire sentir votre ignorance. Vous auriez pu lui faire la même chose, 2 fois plus. J'aurais pu, dit Pétronelle, mais j'ai passé toute ma vie à subir des gens qui écrasaient parce qu'ils le pouvaient. Et j'ai décidé il y a quelque temps que je ne deviendrais pas l'un d'eux simplement parce que j'en avais enfin le pouvoir. De plus, et il entendit le sourire, c'est une victoire bien plus grande d'être gentil avec une femme qui a été cruelle avec vous, et de la laisser le savoir et devoir vivre avec votre gentillesse. Ma mère m'a appris ça. Elle disait, Pétronelle, la chose la plus piquante que tu puisses faire à une petite âme est d'être plus grande qu'elle, à voix haute, devant des témoins. J'ai trouvé que c'était entièrement vrai. Le domaine prospéra. Les toits tinrent tout l'hiver. Les loyers, fixés équitablement, furent payés sans plainte. Le moulin fit un profit pour la première fois en une décennie. Et le meunier, qui avait serré la main de la nouvelle duchesse sur un accord, devint l'un de ses plus ardents partisans, et n'entendrait aucun mot contre elle dans aucune taverne de la vallée. La vue de Halrich revint, mais pas entièrement. Elle ne revint jamais complètement. Il y avait des matins où le gris s'insinuait sur les bords, et des jours où la lumière des bougies nageait et se dédoublait. Et il apprit à vivre avec un monde qui était clair une heure et trouble la suivante. Et il découvrit que cela ne le dérangeait pas, qu'un homme à qui on a pris toute sa vue et à qui on en a rendu une partie, ne pleure pas la partie qui reste. Halrich remonta à cheval. Il parcourait le domaine aux côtés de sa femme, tous deux dehors dans les matins froids et lumineux qu'elle aimait. Et il vit les landes s'élever vers le ciel, et la ligne d'or au sommet où le nuage se brisait, exactement comme elle le lui avait décrit la première nuit. Et il comprit qu'elle le lui avait rendu 2 fois, une fois en mots quand il ne pouvait pas le voir, et une fois en vérité quand il le pouvait. Et au 2e printemps de leur mariage, Pétronelle vint à lui dans le petit salon où il lisait les contes. Et elle était silencieuse d'une manière qu'il avait appris à lire. Et elle prit ses mains et les posa avec soin, comme il lui avait appris à guider ses mains vers les choses, contre son ventre. Et elle dit, « Il y aura quelqu'un de nouveau dans la maison d'ici l'hiver. Je voulais que vous soyez le premier à le savoir. Avant le médecin, avant Madame Selby, avant tout le monde. Je voulais vous le dire moi-même, et avoir vos mains là où elles sont quand je vous le dirai. Pour que vous sachiez que c'était vrai avant d'avoir le temps d'en avoir peur. » Halrich devint très immobile. Il en avait peur. Elle le connaissait trop bien. Bien sûr qu'il en avait peur. Un aveugle, un homme à moitié aveugle. Un homme qui avait passé 2 ans à se croire trop brisé pour être un mari, et encore moins l'autre chose. La chose qu'elle lui annonçait maintenant. Toutes les vieilles peurs se levèrent en lui d'un coup. Tout le cœur gris d'entre elles. Tu ne peux pas voir. Tu le laisseras tomber. Tu échoueras. Tu es diminué. Ils avaient tous raison. Et puis il fit la chose qu'elle lui avait apprise. Il leva les yeux. Il leva les yeux vers le visage de sa femme, clair dans la bonne lumière du matin. Les yeux gris, stables et brillants, et un peu effrayés eux-mêmes, le regardant, attendant. Et il comprit qu'elle le lui avait dit de cette façon, avec ses mains sur elle, avec son visage là où il pouvait le voir, précisément parce qu'elle savait que la peur viendrait. Et elle avait voulu être la première chose qu'il verrait quand elle viendrait, pour qu'il se souvienne dans le même instant à la fois de la peur et de la réponse à celle-ci. « J'ai peur, dit-il honnêtement.
Je sais, dit-elle. Moi aussi. Tout le monde l'est. Ma mère me l'a dit aussi. Qu'au sol, les imbéciles n'en ont pas peur, et que la peur n'est pas un signe que vous échouerez, mais un signe que vous comprenez ce qui vous a été donné. Nous aurons peur ensemble, comme nous faisons tout. Et quand le jour viendra, je vous dirai la couleur du ciel. Et vous me direz que ce n'est pas maudit ici. Nous nous débrouillerons comme nous nous sommes débrouillés pour tout, c'est-à-dire imparfaitement, en trébuchant, en nous agrippant l'un à l'autre dans le noir, et en nous en sortant. Leur fille naquit au tournant de l'année, aux petites heures, dans le grand lit où Halrich avait autrefois dormi seul et attendu la mort. Ce fut une nuit difficile et longue, et Halrich ne fut pas autorisé dans la chambre, et il s'assit devant la porte dans le noir. Le gris était revenu cette nuit-là, comme il le faisait quand il avait peur, et il ne voyait presque rien et s'en fichait. Et il écouta, comme il avait appris à tout écouter. Les voix basses et urgentes, les pas, les silences terribles. Et puis enfin, près de l'aube, un nouveau son dans la maison, un petit cri furieux et étonné, et la voix de sa femme, épuisée, triomphante et en larmes, l'appelant à travers la porte. Il entra. Il pouvait à peine voir. Le gris était épais ce matin-là. Mais il trouva le lit, et il trouva la main de sa femme au toucher. Et puis, guidé par ses mains, le petit poids chaud et étonnant posé contre elle. Et il se pencha dessus, et il regarda, voulant que le gris se lève. Il se leva juste assez, juste pour un moment, comme il s'était levé au bal. La miséricorde venant quand on en avait le plus besoin. Le gris s'amincit, nagea et s'éclaircit. Et Halrich de Kethwaite vit le visage de sa fille pour la première fois, rouge, furieux, froissé et parfait dans la lumière de l'aube. Dans les bras de sa femme, dans le lit où il s'était autrefois couché et avait attendu la fin. « Elle a vos yeux », murmura Pétronelle. « C'est trop tôt pour le dire, disent-ils, mais je me fiche de ce qu'ils disent. Elle a vos yeux. Je les reconnaîtrai n'importe où. Je les regarde depuis 2 ans. Elle a votre courage, dit Halrich quand il put parler. Il n'est pas trop tôt pour le dire, ça. Écoutez-la. Elle est furieuse contre le monde entier de l'avoir tirée du noir chaud pour la mettre dans la lumière froide. Et elle le dit à tout le monde à plein poumon. Et personne ne la fera changer d'avis. Ce ne sont pas mes yeux, mon amour. C'est toute votre âme. Arrivée dans le monde, forte et déjà sans peur de dire ce qu'elle pense. Il se pencha et embrassa la petite tête furieuse. Que Dieu aide le comté. Vous êtes 2 maintenant. Ils la nommèrent Iris, pour la fleur et pour l'œil. Bien que seuls eux 2 connaissaient la deuxième raison. Et cela devint une petite chose privée entre eux. Une blague qui n'en était pas tout à fait une, qu'ils avaient nommé leur fille d'après la partie d'un homme qui voit, dans une maison que le comté avait autrefois qualifiée de maudite pour sa cécité. La vue de Halrich ne se stabilisa jamais en quelque chose sur quoi il pouvait compter. C'était la vérité, et il apprit à le dire sans amertume, ce qui était en soi une sorte de victoire. Il y avait de bons jours où le monde lui apparaissait clair et coloré, et il pouvait lire une page tenue près de la bougie et regarder sa femme à travers une pièce et voir le visage de sa fille. Il y avait des jours gris où le brouillard s'installait et le monde se dissolvait, et il vivait de nouveau dans le pays de l'ombre et du son. Et ces jours-là, il ne se mettait pas en colère comme il l'avait fait autrefois. Il prenait le bras de sa femme ou la petite main de sa fille et il les laissait être ses yeux. Et y avait appris que c'était la grande leçon de sa vie, la chose que la fièvre, l'obscurité et la jeune fille vendue par un joueur de cartes lui avaient apprise. Qu'être guidé par quelqu'un qui vous aime n'est pas la même chose qu'être diminué. C'est seulement une autre façon d'être aimé. Iris apprit cela avant de pouvoir le dire. C'était une enfant sérieuse et observatrice. Et elle comprenait les yeux de son père comme les enfants comprennent la vraie forme des gens qu'ils aiment, sans qu'on le leur dise. Elle comprenait que certains matins, papa pouvait la voir, et d'autres matins, il ne le pouvait pas. Et que les matins où il ne le pouvait pas, la chose à faire était de venir lui mettre la main dans la sienne et de lui dire ce qu'il y avait à voir. Elle commença dès qu'elle put parler, sans qu'on le lui demande, en imitant sa mère. Et la première fois que Halrich entendit sa fille le faire. La première fois que la petite voix flûtée dit gravement « Papa, le ciel est gris, mais il y a un bout de bleu au-dessus de la grange et un oiseau sur le mur, et les roses de maman sont sorties près de la porte, les rouges. » Il dut quitter la pièce.
Et Petronelle le trouva dans le couloir, le dos contre le mur et le visage dans les mains, et ne demanda rien, car elle savait. Elle le fait exactement comme vous, dit-il, mot pour mot. La couleur du ciel d'abord, puis la petite bonne chose. Le bout de bleu, l'oiseau, les roses. Vous lui avez appris à voir pour moi, sans jamais lui dire qu'elle le faisait. Elle pense que c'est simplement comme ça qu'on parle à papa. C'est simplement comme ça qu'on parle à papa, dit Petronelle, en passant ses bras autour de lui. C'est la chose la plus naturelle du monde pour elle. Parce qu'elle n'a jamais connu d'autre sorte de père, et elle n'en connaîtra jamais. Elle ne pense pas que vous êtes brisé, Halrich. Elle ne connaît pas le mot. Pour elle, vous êtes seulement papa, qui peut voir certains jours, et pas d'autres, et qui mérite qu'on lui parle des roses de toute façon. C'est tout. C'est ce que nous avons créé. Une enfant qui ne sait pas que le monde appelle son père affligé, et qui ne le croirait pas si vous le lui disiez. Parce que pour elle, vous êtes simplement la meilleure et la plus grande chose dans son ciel. Les années passèrent et furent bonnes, et furent ordinaires. Ce que Halrich avait appris être le plus grand éloge qu'une vie puisse mériter. L'extraordinaire l'avait presque tué. La fièvre, l'obscurité, les 2 années à mourir à petit feu. Et il en était venu à s'en méfier. Appriser plutôt les joies ordinaires que le comté, dans son agitation scintillante, ne pourrait jamais comprendre. Les contes du matin, lus à voix haute dans le petit salon, la promenade sur le domaine avec le bras de sa femme sous sa main, les tenanciers qui le saluaient par son nom et ne baissaient pas la voix, les leçons d'Iris flottant dans la maison, car Petronelle lui enseignait elle-même le latin et le français, et la poésie que sa propre mère avait aimée, de sorte que les livres que Sir Edmund Northcote avait vendus pour payer une dette de jeu étaient, en quelque sorte, restaurés une génération plus tard, dans la récitation d'une petite voix grave dans une pièce ensoleillée. Sir Edmund lui-même, il ne le revire plus. Il respecta plus ou moins les conditions de sa rente, poussé non par l'honneur, mais par la simple arithmétique de son propre confort. Et il vécut ces années dans un appartement à Harrogate, tranquillement et sans éclat, se plaignant à quiconque voulait bien l'écouter que sa fille, la duchesse, était devenue fière et l'avait oublié, et recevant de ceux qui connaissaient l'histoire la mesure exacte de sympathie qu'il méritait, c'est-à-dire aucune. Il mourut quand Iris avait 6 ans. Petronelle alla seule à l'enterrement. Halrich proposa de venir et elle le remercia et dit non, que c'était une chose qu'elle devait faire seule, une dernière porte à fermer, et elle rentra, sèche et silencieuse, et dit seulement à Halrich qu'elle s'était tenue près de la tombe et n'avait ressenti rien d'autre qu'une grande paix, nette et douloureuse. La paix d'une dette enfin réglée, qui n'avait jamais été la sienne. Je lui ai pardonné, dit-elle cette nuit-là dans le noir, avec la seule bougie allumée qu'il gardait toujours du côté de Halrich. Pas parce qu'il l'a demandé, il n'a jamais demandé. Il est mort comme il a vécu, certain d'être la partie lésée. Je lui ai pardonné pour moi, parce que je ne voulais pas le porter un pas de plus. Votre gentillesse m'a appris ça, Halrich. Vous voir me rendre au double chaque jour ce qu'il n'a fait que prendre. Cela m'a permis de le laisser partir enfin. Donc, à la fin, il m'a fait un cadeau, mon père. Bien qu'il ne l'ait jamais voulu et ne l'ait jamais su, il m'a donné vous. Il a jeté le diamant dans le fossé, avez-vous dit. Eh bien, le diamant a trouvé le fossé un très bon endroit à la fin. Le diamant ne changerait pas une seule heure de cela. Pas une seule heure. Halrich acquiesça et l'attira près de lui et regarda. La nuit était claire. Une des bonnes nuits. Et il pouvait voir son visage à la lumière de la seule bougie. Plus âgé maintenant, les yeux gris tout aussi stables, quelques fils d'argent dans les cheveux sombres, plus belle pour lui à chaque année qui passait. Car il avait appris qu'un visage que l'on aime ne se fane pas, mais ne fait que s'approfondir. De la même manière qu'un pays où l'on a vécu assez longtemps cesse d'être un paysage et devient un foyer. Pas une seule heure. Savez-vous, Petronelle, j'y ai beaucoup pensé. Et j'ai décidé que je suis heureux de tout cela. Même de la fièvre, même des 2 années dans le noir. Parce que si je n'avais pas perdu la vue, je n'aurais jamais eu besoin d'une lectrice. Et votre père n'aurait jamais pensé à m'en offrir une. Et vous ne seriez jamais arrivé sous la pluie. Et j'aurais épousé une femme convenable, voyante, oubliable. Qui aurait regardé mon visage et jamais une seule fois ne m'aurait regardé, moi. Et je serais allé à ma tombe. Un homme riche et aveugle qui n'aurait jamais su ce qu'il avait manqué. La fièvre a pris mes yeux.
mais elle m'a donné vous. Et un homme à qui on vous a donné ne compte pas le coût de la route qui vous a amené. Aussi sombre qu'elle ait été, il ne fait que rendre grâce qu'elle ait mené là où elle a mené. Quand Iris eut 9 ans, un jeune homme du voisinage vint à Kethwaite. Un certain monsieur Aldis Puit, fraîchement propriétaire d'une petite propriété et plein de l'importance de celle-ci. Il rendit visite au duc pour une affaire de délimitation, et resta pour dîner et fit, pendant la soupe, une remarque dont il se souviendrait avec honte pour le reste de sa vie. Il ne connaissait pas toute l'histoire. Il était jeune et nouveau dans le comté, et n'en avait entendu que les grandes lignes. Que le duc était aveugle ou l'avait été, et s'était marié en dessous de sa condition. Et donc, pensant être galant, pensant peut-être flatter son hôtesse en semblant ignorer ses origines, il dit, avec la confiance fatale d'un jeune homme, « Je pense que c'est remarquable, votre grâce, vraiment remarquable, qu'une dame de la duchesse, c'est-à-dire, étant donné qu'elle se soit si entièrement élevée à sa position, on ne le devinerait jamais, on ne devinerait jamais qu'elle n'y est pas née. » Il y eut un petit silence. Halrich pouvait voir cette nuit-là. C'était une bonne nuit. Il regarda la couleur monter au visage du jeune homme alors que les mots quittaient sa bouche, et il commença, trop tard, à entendre comment il sonnait. Il regarda sa femme poser sa cuillère sans se presser, et il regarda sa fille, 9 ans, sérieuse et observatrice, si semblable à sa mère, lever brusquement les yeux de son bout de table. Et Halrich, qui aurait pu autrefois écraser le garçon, découvrit qu'il n'en avait pas envie. Il découvrit qu'il voulait lui apprendre, parce que le garçon était jeune et que les jeunes peuvent apprendre, et parce qu'un homme à qui on a donné autant que Halrich peut se permettre d'être généreux avec un imbécile. « Monsieur Puit, dit-il agréablement, vous avez fait un compliment à ma femme, et je sais que vous le pensiez comme tel. Je vais donc vous faire la gentillesse de vous dire pourquoi ce n'en est pas un. Parce que vous êtes jeune et que vous continuerez à dire de telles choses dans une centaine de salons. Et un jour, vous le direz à quelqu'un qui ne vous fera pas la gentillesse que je suis sur le point de vous faire. Et cela vous coûtera une amitié, une fortune ou une femme. » Il tourna lentement son verre. « Vous avez dit qu'on ne devinerait jamais qu'elle n'y est pas née. Vous vouliez dire qu'elle a appris à nous ressembler, à ressembler au comté, aux grandes familles, aux gens qui naissent en sachant comment entrer dans une pièce, et vous pensiez que c'était la plus haute chose que vous pouviez dire d'elle, qu'elle a réussi à cacher ce qu'elle était. » Le jeune homme était devenu très immobile. « Mais vous avez tout à fait tort, dit Halrich. Ma femme n'a rien caché. Elle tient ses propres comptes, comme elle l'a dit à la moitié du comté avec grand plaisir. Elle achète des bottes d'homme sans honte, et se tient dans la bergerie à la première lueur. Elle a fait la robe qu'elle porte ce soir, à partir d'une de celles de ma mère, de ses propres mains. Et si vous aviez des yeux pour le voir, vous verriez le raccommodage à l'épaule. Et c'est la plus belle chose à cette table, plus belle que tout ce que l'argent a acheté. Elle ne s'est pas élevée à sa position, monsieur Puit. Elle a élevé la position jusqu'à elle. Quand elle est arrivée dans cette maison, elle se mourait. Et les tenanciers étaient sous des toits brisés. Et j'étais un aveugle attendant de mourir dans le noir. Et chacune de ces choses, elle les a réparées avec la simplicité, le courage et l'honnêteté que vous venez de la féliciter d'avoir réussi à dissimuler. Elle n'a rien dissimulé. Vous ne pouviez simplement pas, jusqu'à ce moment, imaginer que c'était là les qualités d'une grande dame, plutôt que les marques d'une basse naissance. Je vous le dis maintenant pour que vous le sachiez pour le reste de votre vie. Ce sont les seules qualités qui aient jamais rendu quelqu'un grand, à n'importe quel rang, à n'importe quelle époque. Et ma femme en a plus que toutes les âmes titrées de 3 comtés réunis. Et si vous êtes sage, et je pense que vous pourriez l'être, sous la folie de votre jeunesse, vous passerez le reste de votre vie à chercher une femme avec un 10e de ce qu'elle a, et vous vous considérerez comme béni au-delà de vos mérites si vous la trouvez. Le visage du jeune homme était écarlate. Mais il n'était pas, en fin de compte, un jeune imbécile, ce qui est une chose qui se répare. Et il posa son verre et regarda la duchesse. Et il dit d'une voix basse, mal assurée, entièrement sincère, « Votre grâce, madame, j'ai honte. J'ai dit une chose stupide et méchante, et je l'ai déguisée en compliment. Et votre grâce m'a fait l'honneur de me montrer exactement à quel point elle était stupide et méchante. Et je vous demande pardon. Vraiment. Pas le pardon du comté, le vôtre. » Et Pétronelle,
qui était restée assise pendant tout ce temps avec ses yeux gris stables et sa cuillère posée, lui sourit. Le vrai sourire, celui qui avait sauvé la vie de son mari. Et elle dit, « Vous l'avez, monsieur Puit, et avec plaisir. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez rougi. Un homme qui rougit quand on lui montre son erreur a une conscience qui fonctionne encore en lui. Et une conscience qui fonctionne vaut plus que les manières les plus polissées d'Angleterre. Vous vous en sortirez très bien, je pense. Une fois que le comté vous aura enlevé votre confiance et laissé la gentillesse. La plupart d'entre nous sont améliorés par exactement ce processus. Maintenant, prenez un peu plus de soupe avant qu'elle ne soit froide. Et parlez-moi de votre délimitation, qui est la raison de votre venue, et que mon mari a entièrement oublié dans son enthousiasme à vous faire la leçon. » Le jeune homme rit, un rire tremblant, reconnaissant, libéré, et il prit plus de soupe. Et il devint, dans les années qui suivirent, l'un des amis les plus fidèles que la maison de Kethwaite ait jamais eu. Et il raconta l'histoire sur lui-même, pour le reste de sa vie, à ses propres dépens, comme une leçon à chaque jeune homme qu'il rencontrait, qui pensait savoir ce qui faisait une grande dame. Il la terminait toujours de la même manière. « Et savez-vous la chose la plus remarquable ?» disait-il. Elle avait raison. Le duc avait raison. J'ai observé cette femme pendant 20 ans maintenant, et je ne l'ai jamais vue une seule fois être petite, cruelle ou fausse, alors qu'elle avait toutes les excuses pour être les trois. Née pour ça, ai-je dit, comme si l'accident de la naissance avait jamais créé une âme comme celle-là. J'ai rencontré une centaine de dames nées pour ça. Il n'y a qu'une seule duchesse de Kethwaite, et le duc l'a trouvée dans le salon d'un homme en faillite, alors qu'il ne pouvait même pas voir son visage. Et il l'a reconnue pour ce qu'elle était dans le noir, quand le reste d'entre nous ne pouvait pas le voir en plein jour. Si ce n'est pas là tout ce qu'est l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Iris, qui avait observé toute la scène de son bout de table avec ses yeux graves et observateurs, ne dit rien cette nuit-là. Mais bien plus tard, elle était adulte alors, et courtisait elle-même, et elle éconduisait les prétendants avec une franchise qui alarmait son père et ravissait sa mère. Elle dit à Pétronelle que la soirée avec M. Puit avait déterminé pour toujours ce qu'elle chercherait chez un mari. « J'ai décidé, dit-elle, que je n'épouserai jamais qu'un homme qui me défendrait comme papa vous a défendu. Pas parce que j'étais en danger, mais parce qu'il ne pouvait pas supporter qu'on me pense moins que ce que j'étais. Et je n'épouserai qu'un homme que je pourrais pardonner comme vous avez pardonné à M. Puit. Parce qu'il a rougi. J'ai jugé chaque prétendant à ces 2 mesures, maman. Et c'est pourquoi j'en ai renvoyé tant. Et je ne suis pas désolé et je ne les baisserai pas. Parce que je vous ai observés tous les 2 pendant 20 ans, et je sais exactement ce qui est possible. Et je ne me contenterai pas de moins. Et c'est entièrement de votre faute, à tous les 2, de me l'avoir montré. » Pétronelle pleura un peu à cela. Et c'était un bon jour pour Halrich. Il pouvait voir. Il regarda sa femme pleurer sur l'entêtement de leur fille. Et il pensa que la vie d'un homme ne pouvait contenir de choses plus belles que celle-ci. Avoir aimé assez bien, et assez ouvertement, et assez longtemps, pour que son enfant grandisse incapable d'imaginer se contenter de moins que ce qu'elle avait vu à sa propre table chaque jour de sa vie. Il y avait une fête des moissons à Kethwaite chaque automne, et elle devint au fil des ans l'événement que toute la vallée attendait. Il n'en avait pas toujours été ainsi. Pendant les 2 années sombres, il n'y avait pas eu de fête des moissons du tout. Les granges étaient remplies sans cérémonie, et les tenanciers rentraient chez eux sous leur toit brisé et ne disaient rien. Et la vieille coutume que la mère de Halrich avait maintenue mourut avec tout le reste. Dans le silence d'une maison attendant que son maître meure, c'est Pétronelle qui la ramena. Le premier automne après leur mariage, malgré l'objection d'un intendant qui pensait que c'était une dépense inutile. Les tenanciers ne s'y attendent pas, dit-il. Ils s'en sont passés pendant 2 ans et n'ont fait aucune plainte. Et Pétronelle l'avait regardé. On le raconta à Halrich plus tard, avec les yeux gris stables qui avait dit à un joueur de cartes qu'elle en avait fini. Et elle avait dit, « Monsieur Hobbs, une chose que les gens ont appris à ne pas attendre n'est pas la même chose qu'une chose que les gens ne veulent pas. Ils ont appris à ne pas l'attendre, parce qu'ils ont appris que cette maison avait cessé de se soucier de savoir s'ils vivaient au sec ou au mouillé, nourris ou affamés, vus ou invisibles. Nous allons leur apprendre à l'attendre à nouveau. Commandez la bière. » Ils commandèrent la bière, et ainsi, chaque automne après, quand le dernier blé était rentré, la longue grange était balayée et décorée de lanternes.
Et tout le domaine y venait, les tenanciers et leurs familles, les meuniers et les bergers, et les hommes de la ferme principale. Les vieilles femmes qui avaient connu la mère de Halrich, et les enfants qui n'avaient connu que le nouvel ordre des choses. Et il y avait de la bière, et il y avait du mouton, et il y avait de longues tables à tréteaux, et il y avait, à leur tête, le duc de Kethwaite et sa duchesse. Venaient non pas pour présider, mais pour s'asseoir parmi leur peuple, ce que le comté, quand il l'apprit, trouva très étrange et très bas, et ce que les gens de la vallée pensaient être simplement comme il se devait, parce qu'ils ne l'avaient jamais connu autrement. Halrich aimait la fête des moissons plus que tout autre jour de l'année. Les bonnes années, quand sa vue tenait, il regardait les lanternes se balancer, la danse et les visages de son peuple, chaleureux et détendus dans la lumière. Les années grises, quand le brouillard était là, il ne s'en souciait pas. Parce que la fête des moissons était une chose mieux connue à l'oreille, de toute façon. Le violon et les pieds qui tapaient, et le vacarme de 200 voix, et le rire particulier du vieux Tolly, qui avait perdu une dent et en avait eu une nouvelle, et qui vécut jusqu'à 90 ans, et qui racontait les 3 mêmes histoires chaque automne, jusqu'à ce que toute la grange puisse les raconter avec lui. Et Halrich s'asseyait dans ce bruit chaleureux, le bras de sa femme passait dans le sien. Et il se sentait, cette nuit-là plus que toutes les autres, exactement là où un homme est censé être. Au milieu de son propre peuple, de l'autre côté d'une année difficile, rentré en toute sécurité, avec celle qu'il aime à ses côtés, et toute la vallée bruyante et joyeuse autour d'eux. « Vous souvenez-vous » lui dit Pétronelle, une de ces nuits, alors qu'ils étaient mariés depuis longtemps et que leurs cheveux grisonnaient ensemble. La toute première fête des moissons, quand Hobbs a dit que les tenanciers ne s'y attendaient pas et que je vous ai fait commander la bière. Je me souviens que vous avez fait commander la bière à Hobbs, dit Halrich. Je n'ai pas été consulté. Je l'ai appris après, comme tout le monde. Vous étiez ma femme depuis 3 mois, et vous terrorisiez déjà mon intendant, et je suis resté éveillé la moitié de cette nuit, partagé entre l'alarme et l'admiration la plus complète que j'ai jamais ressentie pour un autre être humain. Elle rit, le rire bas et réel, et appuya sa tête contre son épaule. J'étais terrifié qu'il me refuse. J'étais duchesse depuis 3 mois, et je n'y croyais pas encore tout à fait. Et je pensais, s'il me refuse et que Halrich le soutient, je saurai que je ne suis qu'une lectrice achetée après tout. Une personne de rien avec un titre, et cela me brisera le cœur. Et donc j'ai rendu ma voix aussi stable que possible, et je lui ai dit de commander la bière. Et il l'a commandée. Et je suis sorti dans la cour de l'écurie après, et j'ai tremblé pendant un quart d'heure. Et personne ne l'a jamais su, sauf moi. Halrich tourna son visage vers elle, dans le bruit chaleureux de la grange. Il ne pouvait pas voir cette nuit-là. Le brouillard était là, mais il n'en avait pas besoin. Je le savais, dit-il doucement. Pas à ce moment-là. Mais je le sais maintenant parce que vous venez de me le dire. Et je l'ajoute à tout ce que je sais de vous, c'est-à-dire tout de vous. 40 ans, rassemblés morceau par morceau. Et savez-vous ce que je pense en l'entendant? Je pense que c'est la chose la plus courageuse que vous ayez jamais faite. Plus courageuse que de tenir tête à votre père, plus courageuse que le bal, plus courageuse que tous les grands moments que les conteurs mettent dans le récit. Car dans ceux-là, vous étiez en colère, ou vous étiez aimé, ou vous étiez sûr. Mais ce premier jour, vous n'étiez rien de tout cela. Vous étiez marié depuis 3 mois, et vous vous croyiez à moitié une personne de rien. Et vous étiez terrifié. Et vous avez rendu votre voix stable quand même, et vous avez dit à un homme qui vous méprisait de commander la bière pour des gens qui avaient appris à ne pas l'attendre. C'est tout vous, Pétronelle. C'est la jeune fille qui a été vendue à un aveugle et lui a demandé de lever les yeux. Vous ne vous sentiez pas courageuse. Vous ne vous êtes jamais sentie courageuse. Vous avez simplement rendu votre voix stable et fait ce qui devait être fait. Et laissé le tremblement venir après, dans la cour de l'écurie où personne ne pouvait voir. Et je vous ai vu le faire pendant 40 ans. Et c'est la plus belle chose que j'ai jamais connue. Et je le savais dans le noir avant même de connaître votre visage. Et je le savais dans le noir avant même de connaître votre visage. Et je le savais dans le noir avant même de connaître votre visage. Et je le savais dans le noir avant même de connaître votre visage. Et je le savais dans le noir avant même de connaître votre visage. Et je le savais dans le noir avant même de connaître votre visage. Et je le savais dans le noir avant même de connaître votre visage. Et je le savais dans le noir avant même de connaître votre visage. Et je le savais dans le noir avant même de connaître...
Le vieux Tolley commença la deuxième de ces trois histoires. Et les enfants criaient et se poursuivaient dans la longue grange, et 200 de leurs gens étaient au chaud, nourris et joyeux de l'autre côté d'une année difficile, en sécurité. Les tenanciers dont elle avait réparé les toits. Les meuniers avec qui elle avait scellé des accords. Toute la vallée vivante qui avait autrefois chuchoté d'une maison maudite et ne se souvenait plus maintenant pourquoi. Et le duc de Cathwaite s'asseyait, aveugle et content, au milieu de tout cela. La tête de sa femme sur son épaule. Et il pensait qu'il n'y avait aucune salle de bal en Angleterre, aucun bal, aucune grande maison scintillante dans 3 comtés qui contenait une particule de ce que cette longue grange décorée de lanternes contenait en cette nuit d'automne ordinaire. Ce qui était tout. Ce qui était toute une vie bien et tranquillement passée. Ce qui était plus qu'un homme qui s'était autrefois assis dans le noir, attendant de mourir, n'avait jamais osé rêver qu'une vie puisse être. Commandez la bière, murmura-t-il à moitié pour lui-même, et il sentit son rire contre son épaule. Elle est commandée, mon amour, dit Pétronelle. Elle est commandée depuis 40 ans. Elle continuera à être commandée longtemps après notre départ, parce qu'Iris la maintiendra et ses enfants après elle. Et la vallée n'apprendra plus jamais à ne pas l'attendre. C'est la chose que nous avons faite, vous et moi. Pas le domaine, pas la fortune, pas même l'histoire qu'il raconte. Toute une vallée qui a oublié comment s'attendre à être oubliée. C'est une petite chose à avoir faite, diraient certains. Je ne l'échangerai pas contre la couronne d'Angleterre. Moi non plus, dit Halrich, et il l'attira plus près dans le noir chaud et éclairé par les lanternes. Et il resta là, parmi son peuple, jusqu'à ce que le violon s'arrête et que les feux s'éteignent. Et puis il rentra chez lui au bras de sa femme, à travers la nuit d'automne, vers la grande maison où une seule bougie brûlait toujours, pour voir qu'elle était là. Ils vieillirent à Cathwaite à la fin, tous les deux. De la manière dont ils avaient tout fait ensemble, imparfaitement, s'agrippant l'un à l'autre dans le noir et s'en sortant. Le domaine survécut à toutes les prophéties de ruine que le comté avait faites à son sujet. Les toits tinrent, le moulin tourna, les tenanciers prospérèrent, et leurs enfants après eux. Et la vallée qui avait autrefois chuchoté d'une maison maudite et d'un duc fou et aveugle en vain, avec le temps, a parlé de Cathwaite comme on parle d'une chose qui a toujours été bien et le sera toujours. Ce qui est l'éloge le plus élevé et le plus rare qu'un lieu puisse mériter. Et le plus difficile. Parce qu'il n'est donné qu'aux endroits qui ont été tranquillement, infailliblement, pendant des décennies, bons. Les roses de Pétronelle grimpèrent sur toute la façade sud de la maison avant qu'elle n'ait fini. Les rouges près de la porte et une centaine d'autres en plus. Et en juin, leur parfum entrait par chaque fenêtre ouverte. Et Halrich, dont la vue allait et venait jusqu'à la fin, apprit à connaître les saisons par les fleurs de sa femme. Même les jours où il ne pouvait pas les voir. Car elle en apportait une, et la mettait dans sa main, et la nommait. Comme elle lui avait nommé le ciel la première nuit. Comme leur fille avait appris à le faire sans qu'on le lui enseigne. Sa vue le quitta pour la dernière fois l'hiver de sa 63e année. Elle partit tranquillement cette fois. Il n'y eut pas de fièvre, seulement une lente et indolore descente du gris. Et un matin, il se réveilla et sut, comme un homme sait, qu'elle ne se lèverait plus, que les bons jours étaient finis, et que seul le pays de l'ombre et du son restait. Il resta immobile un moment, en prenant la mesure, et il découvrit, un peu à sa propre surprise, qu'il n'avait pas peur. « C'est parti, dit-il à Pétronelle, quand elle bougea à côté de lui. Pour de bon, je pense. Je me suis réveillé, et j'ai su. N'envoyez pas chercher les médecins. Il n'y a rien qu'ils puissent faire, et je ne veux pas qu'ils m'examinent et secouent la tête. J'ai eu 30 ans de vue de plus qu'ils ne juraient que j'en aurais jamais. Et chacune de ces années un cadeau. Et je ne passerai pas la fin de ma vie à être plaint par des hommes qui se sont trompés sur le début. » Elle resta silencieuse un moment. Puis il sentit sa main trouver son visage dans le noir, comme elle l'avait fait lors de leur nuit de noces, toutes ces années auparavant. Le même geste, les deux mêmes mains, plus vieilles maintenant, mais il les aurait reconnues entre mille. « Alors levez les yeux, dit-elle. Sa voix n'était pas tout à fait stable. Vous ne pouvez pas me voir, je sais, mais je suis juste là, et il y a une bougie qui brûle. Il y a toujours eu une bougie qui brûle de votre côté du lit. Et je veux que votre visage soit tourné vers le mien, comme il le serait si vous le pouviez. Pas pour vous, pour moi. Pour que je puisse prétendre que vous me regardez de la façon dont je vous ai regardé pendant 40 ans. » Et Halrich de Cathwaite, vieux et de nouveau aveugle et sans peur,
leva son visage vers sa femme. « Je n'ai pas besoin de prétendre, dit-il. C'est la chose que j'ai apprise, Pétronelle, cette première nuit. Et je ne l'ai jamais oubliée une seule fois. Je n'ai pas besoin de mes yeux pour vous regarder. Je vous ai regardé dans le noir, avant même de voir votre visage. Et je vous ai connu alors, entièrement. Tout de vous, le courage, la constance, la tendresse et la vue. Quand elle est venue, elle ne m'a rien appris que je ne savais déjà. Elle m'a seulement permis de pleurer sur la confirmation. Alors je vous regarde maintenant dans le noir. De la même manière que je vous ai regardé au début. Et vous avez les yeux gris et une petite cicatrice au-dessus de votre sourcil gauche. Et de l'argent partout dans vos cheveux maintenant. Et vous êtes la chose la plus courageuse, la plus chère et la plus belle d'Angleterre. Et je n'ai pas besoin d'une seule particule de lumière pour le voir. Je n'en ai jamais eu besoin. Je pensais seulement en avoir besoin. Vous m'avez guéri de ça la première nuit, quand vous avez demandé à un aveugle de lever les yeux. Et il a levé les yeux, et a découvert que la chose qui valait la peine d'être vue n'avait jamais requis ses yeux. Ils eurent encore de nombreuses années après cela. La perte de sa vue ne fut pas la perte de l'homme, et il vécut longtemps encore, aveugle et content. Guidé sur son propre domaine bien-aimé par le bras de la femme qui l'avait guidé pendant toute leur vie ensemble. Iris épousa son homme à la fin, celui qui répondait à ces deux mesures, et elle amena ses enfants à Kethwaite pendant les étés. Et la grande maison, qui avait été autrefois une tombe pourrissante et silencieuse, résonna de leur bruit. Et Halrich, qui ne pouvait pas les voir, connaissait chacun, par la voix et par le pas, en moins d'une semaine après leur arrivée. De la même manière qu'il avait autrefois appris à connaître leur grand-mère. Et les enfants n'y pensaient pas. Ils pensaient que c'était la chose la plus naturelle du monde que grand-papa les connaisse par leurs pas, et qu'ils veuillent qu'on lui dise la couleur du ciel, parce que leur mère les avait élevés avec cette histoire. Et pour eux, un grand-père aveugle qui méritait qu'on lui parle des roses n'était pas un chagrin, mais simplement la forme de l'amour, la seule forme qu'on leur ait jamais montrée. Et les soirs ordinaires, les meilleurs, ceux que le comté dans son agitation scintillante ne comprendrait jamais, les deux s'asseyaient ensemble dans le petit salon où ils avaient autrefois lu les contes. Un vieux duc et une vieille duchesse. Et elle lui faisait la lecture, non pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il souhaitait partager la lecture, comme elle avait dit qu'elle le souhaitait, la toute première nuit. Quand elle avait 19 ans, vendue, effrayée et plus courageuse que quiconque il ait jamais rencontré. Elle lui lisait la poésie que sa mère avait aimée et que son père avait vendue, la poésie que leur fille avait récitée, enfant grave et petite, dans une pièce ensoleillée. Et Halrich s'asseyait dans le noir qui ne l'effrayait plus. Et il écoutait la voix de sa femme, sans hâte, simple, aimée au-delà de la portée de tout mot qu'il possédait. Et il pensait que toute la vie d'un homme pouvait finalement se résumer à cela, et que c'était assez, que c'était plus qu'assez, que c'était tout. « Lisez-moi le ciel », lui dit-il une fois, vers la fin d'une longue et bonne journée ordinaire, à moitié endormi dans son fauteuil. Le feu qu'il ne pouvait pas voir, chaud sur la gauche de son visage. Avant que nous montions, lisez-moi le ciel comme vous l'avez fait la première nuit. Je ne l'ai jamais oublié. Je ne pense pas avoir jamais, en 40 ans, passé une journée entière sans y penser. Et Petronelle Northcote, qui avait été vendue à un duc aveugle par un joueur de cartes, et qui avait fait de cette ruine toute l'architecture lumineuse d'une vie, alla à la fenêtre du petit salon. Et elle regarda la vallée de Kethwaite, devenant or et grise dans le soir. La rivière, les bois, les villages et la lande s'élevant vers le ciel. Et elle le décrivit à son mari, comme elle l'avait décrit la première nuit, de la manière dont elle avait appris à leur fille, de la manière dont leurs petits-enfants le faisaient maintenant, sans savoir d'où venait l'habitude. La couleur du ciel d'abord, puis la petite bonne chose. Il est gris, dit-elle doucement. Le gris de l'étain, devenant or au sommet de la lande où la lumière se brise. Vos roses sont sorties près de la porte, les rouges. Il y a un oiseau sur le mur. Toute la vallée est à nous, et elle s'endort. Et la lumière sur elle est de la couleur de la lumière du tout premier soir. Quand je me tenais à cette fenêtre, jeune fille effrayée, et que je vous ai dit que ce n'était pas maudit ici. Et j'avais raison, mon amour. J'avais raison. Ça n'a jamais été maudit ici. Sa voix était épaisse, chaude et stable. La stabilité d'une main qui serre la seule chose qui vaille la peine d'être tenue.
C'était seulement en attente. Toute la vallée, toute la maison, et l'aveugle dedans. Tout cela n'attendait que d'être regardé par quelqu'un qui savait comment. Et je savais. Et vous avez levé les yeux. Et nous voici, à la fin de cette longue journée, à regarder encore. Et c'est la meilleure chose que j'ai jamais vue, ou que je verrai jamais. Et je n'en changerai pas une seule heure. Halric tendit la main dans le noir, et trouva la sienne, déjà tendue vers la sienne, comme elle s'était tendue vers lui à l'autel, 40 ans auparavant. Chaude, tachée d'encre et connue. Et il la porta à ses lèvres. Et il n'avait pas besoin de ses yeux. Et il n'en avait jamais eu besoin. Pas une seule heure, dit-il. Éloignez-vous de la fenêtre, mon amour, et lisez-moi le poème. Et laissez la bougie allumée. Vous savez que j'aime voir que vous êtes là.